Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre au JDS, journal du dimanche au soir, qui cette fois sera marqué par 6 sujets. District 403A3 du Lions Club International, 125 acteurs ont été récompensés lors d'une cérémonie qui a vu le mérite reconnu particulièrement au gouverneur du mandat 2022-2023, le docteur Daouda Diallo. Plusieurs actions menées pour son mandat. Il sera d'ailleurs notre invité. Et puis la publicité au Burkina. Comment se porte le secteur? Qu'a apporté concrètement la loi 080 portant réglementation de la publicité au Burkina? Comment est-ce que les acteurs dans ce contexte-là tentent donc de s'en sortir? Perspective à travers échange sur ce plateau, ça sera publicitaire associé qui sera notre invité. Il s'agit de la fêtière des entreprises de communication du Burkina Faso. Et enfin, sport, la reprise du championnat national, c'est pour le 10 janvier. La Ligue de football professionnel du Burkina Faso nous donnera les détails organisationnels de cette reprise des compétitions et nous serons donc avec Julien Tiendrebeogo qui est le secrétaire exécutif de cette ligue. Et puis préciser aussi que dans ce rendez-vous toujours JDS, nous allons recevoir le directeur général adjoint produit de DTGP, entendez Tam Tam Groupe Presse, qui reviendra sur les offres alléchantes, rapport qualité-prix, vous le verrez, pour ce qui est de ce groupe de presse. Donc restez fidèles au déroulé de ce JDS qui commence par la première des rubriques, c'est celle société. Nous le disions en titre dans la soirée de ce samedi, donc hier, le district 403A3 du Lions Club International a reconnu le travail de son ancien gouverneur du mandat 2022-2023. Il s'agit du docteur Daouda Diallo. Et à cette occasion, il y a eu la célébration donc de son mandat, le mandat de la joie. Et il faut dire qu'au cours de ce mandat, beaucoup d'activités ont été menées. Nous allons revenir tout à l'heure à travers un échange. Mais d'abord, nous allons revenir sur la cérémonie d'hier, haute en couleur. Une cérémonie pour célébrer un mandat de succès. C'est en somme ce que l'on peut retenir de la soirée organisée en l'honneur de l'ancien gouverneur du district 403A3, mandat 2022-2023 du Lions Club International, Dr Daouda Diallo. À l'occasion, l'homme est revenu sur les acquis enregistrés par le club au cours de son mandat. Au cours de notre mandat qui s'est déroulé l'année dernière, nous avons pu faire un certain nombre d'actions. Nous avons pu prendre en charge les besoins de la communauté avec des actions fortes comme la construction du centre d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Yalgado, comme la rénovation et la construction d'un certain nombre de bureaux au centre d'ophtalmologie de l'hôpital Yalgado, comme la mise en place d'une banque de lunettes, comme la construction aussi d'un centre pour les personnes qui ont un certain nombre de difficultés. Donc pour toutes ces raisons, nous avons pensé, au regard des performances qui ont été faites par les membres de notre association, par tous les officiels qui nous ont accompagnés au cours de cette année Lyon-là, de pouvoir célébrer les réussites que nous avions eu à connaître. Toutes ces actions en faveur du peuple burkinabé ont été reconnues par les pairs de l'ancien gouverneur du district 403A3. Le gouverneur actuel pour le mandat 2023-2024, Hamza Kone, apprécie les résultats de son prédécesseur. C'était une soirée de célébration du mandat de l'immédiate passe district gouverneur Daouda Diallo, qui a fait un mandat exceptionnel en termes de services, d'effectifs, de dons au niveau de la LCF. Et c'est ce mandat que nous sommes venus célébrer ce soir. Nous célébrons ce mandat en présence des lions émérites, des officiels du district et de nos partenaires au développement, des partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de ce mandat exceptionnel, à l'honneur de notre passe-district gouverneur Daouda Diallo. Au cours de cette célébration, des reconnaissances ont été décernées à tous les acteurs ayant pris part à la bonne marche du mandat 2022-2023 du docteur Daouda Diallo. Adi Diata Kabore et Maître Yacouba Dambélé ont été récompensés et se disent satisfaits. Pour les mandats écoulés, j'étais présent de zone donc aux côtés du gouverneur. C'était une satisfaction pour nous vraiment de recevoir donc cette distinction
parce que nous avons travaillé d'arrache-pied pour que le mandat du gouverneur soit une réussite. Et c'est à cette occasion donc qu'il a décidé de récompenser tous les membres de son cabinet. C'est là qu'ils l'ont accompagné donc pour l'atteinte de ses objectifs. J'ai eu la chance de faire partie du cabinet du gouverneur et j'ai eu un prix pour cela. Je suis très contente d'avoir reçu ce prix et je lui dis merci et je demanderai à beaucoup d'autres de faire comme nous, de devenir des lions pour pouvoir aider les autres et avoir une satisfaction pour tout le monde. La célébration du mandat 2022-2023, Dr Daouda Diallo a été un cadre pour reconnaître le mérite ainsi que les actions sociales de beaucoup d'acteurs. Ainsi donc, des reconnaissances ont été décernées au Dr Daouda Diallo pour ses résultats. Retour sur ce plateau, nous sommes de plein pied dans cette première actualité et on le disait déjà en titre. L'invité, il est avec nous, Docteur Diallo, bonsoir. Bonsoir, Geoffroy. On est content de vous avoir, j'allais dire cher ami, bon, on va faire un peu de pédagogie déjà pour ceux qui ne connaissent pas, parce que lorsqu'on parle de club service, il faut dire que le Lions Club est vraiment bien positionné. L'histoire de Lions Club, c'est quoi? D'abord au niveau mondial et puis dans la création Burkina. Merci beaucoup Geoffroy, merci à Tout TV pour l'opportunité qu'il nous donne d'avoir à échanger sur notre association. Je voudrais au préalable, si vous le permettez, présenter mes vœux les meilleurs au peuple burkinabé, à l'ensemble de vos auditeurs et souhaiter que Dieu Tout-Puissant puisse être avec eux au cours de cette nouvelle année-là, dans un pays apaisé. C'est l'occasion aussi d'avoir une pensée pieuse pour ces soldats qui sont au front, pour tous ceux qui se donnent pour que notre pays puisse exister et aussi de prier pour le repos de l'âme de ceux qui sont partis en défendant la patrie. Et pour en revenir à votre question, je voulais dire que notre association est née en juin 1917. Si vous remarquez, c'était pendant la Première Guerre mondiale. C'était de jeunes bons vivants parce que le fondateur, il avait 38 ans à l'époque. Et donc qui se retrouvaient pour vivre, pour connaître les meilleurs, pour échanger entre eux et puis je veux dire avoir les meilleurs moments ensemble. Et ils ont pensé que au fond, au regard de la misère qui les entourait, parce qu'on était pendant la Première Guerre mondiale, au regard de la misère qui les entourait, ils ne pouvaient pas continuer comme ça. Ils pouvaient continuer à vivre la manière dont ils sont en train de vivre, au moment où il y a la misère partout, au moment où il y a un certain nombre de personnes qui croupissent dans une grande déchéance matérielle. Et donc ils ont estimé qu'ils ne peuvent pas aller plus loin s'ils ne commencent pas à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Donc c'est là l'idée centrale qui est à l'origine de la création de notre association, le Lions Club International. Le Lions Club International, au fond, les gens pensent que c'est le lion comme animal. Non, ça veut dire Lions, ça veut dire liberty, intelligence, our nation's safety. À d'autres termes, c'est de créer cette communion humaine entre les hommes, essayer de réduire les différences qui existent entre les hommes pour pouvoir maintenir un monde de paix, un monde dans lequel il y a la joie de vivre, où les hommes et les femmes puissent être égales dans une certaine mesure, puissent avoir une certaine égalité entre eux et pouvoir vivre agréablement ensemble. Donc on a estimé que si on arrivait à installer une paix et à réduire les inégalités entre les hommes, on peut avoir un monde dans lequel il n'y aura plus la guerre qui était en cours. Et donc on pouvait aider, il fallait qu'on puisse, ceux qui en ont, puissent aider ceux qui sont dans le besoin. Et pour la partie Burkina et ça a progressé, de 1917 ça a progressé par-delà le monde, mais c'est arrivé chez nous en réalité par Bobo Dioulasso en 1958. Okay. Et le Lionisme est rentré en 1958 à Bobo Dioulasso pour arriver en 1960 à Ouagadougou. Et à partir de là a commencé l'expansion de l'association. De 60, après 60, il faut attendre 1991, 31 ans après, pour voir la création de Ouagadougou Étoile. Et puis en 95, Ouagadougou Lumière. En 98,
Ouagadougou Karité, en 99 Koudougou Baobab et en 2000 Waïguia Zemstaba. Ensuite vient 2001 Ouagadougou Saphir, mon club, et ainsi de suite tous les autres clubs que vous connaissez, pour que nous soyons aujourd'hui à 67 clubs dans le district 403A3, environ 1864 lions dans le district 403A3. Ok, 1864, et les gens se demandent souvent, mais comment on le devient? On dirait que c'est un cercle fermé. Non, ce n'est pas un cercle fermé. Aujourd'hui même, nous avons besoin de beaucoup de mains pour pouvoir nous aider à prendre en charge les besoins de notre communauté. Parce que si vous êtes au courant de l'actualité, nous avons aujourd'hui des milliers de personnes, des millions même de personnes qui sont des déplacés internes. Nous avons des besoins immenses dans notre pays aujourd'hui, au regard des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons, au regard de ces déficits sécuritaires qui existent. Et il y a beaucoup de personnes déplacées, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la misère. Nous avons besoin de mains pour nous aider à pouvoir prendre en charge ces besoins-là. C'est-à-dire qu'aux côtés de l'État, le Lions Club International existe pour pouvoir apporter ce qu'ils peuvent apporter aux personnes qui sont dans des difficultés matérielles, qui ont besoin d'améliorer leurs conditions matérielles d'existence. Voilà. C'est vrai que tout à l'heure, il y a votre mérite qui était reconnu, il y a des actions sur lesquelles on va revenir, mais organisationnellement, comment est-ce que vous êtes porté gouverneur? Comment ça se passe? C'est un processus, c'est-à-dire que dans notre association, on existe dans un club, qui est le club, c'est la cellule de base de la société, comme la famille est la cellule de base de la société. De la société. Donc, après, au niveau du club, vous devenez président de club. Le président de club, vous avez un certain nombre de responsabilités que vous assumez, de président de zone, de président de région, de membre de commission, et puis de coordonnateur. Lorsque vous arrivez à coordonnateur, vous êtes à un niveau plus élevé où vous avez plusieurs structures sous votre responsabilité et vous avez des missions précises. Au-delà de ça, maintenant, il y a une commission qui existe, la commission des nominations. Il faut savoir qu'il y a un comité des sages qui auprès duquel comité, il y a des dossiers qui sont envoyés, ils font des demandes de dossiers, vous déposez des dossiers, il y a une sélection qui est faite, et puis il y a une élection qui est faite par les Lions du Burkina, et vous êtes porté deuxième vice-gouverneur, après premier vice-gouverneur, après maintenant gouverneur des districts et immédiate passe gouverneur des districts comme je le suis actuellement. Et quand vous regardez derrière, pour ce qui est de 2022-2023, sous votre leadership, qu'est-ce que vous retenez de majeur en termes d'action menée? Ce qu'il faut retenir de majeur et ce qui m'a le plus marqué, c'est d'abord l'enthousiasme que nous avons pu créer au sein des Burkinabés, parce que nous avons, au sein des Lions, parce que nous avons estimé que pendant longtemps que nous nous sommes occupés des populations, il fallait qu'on puisse créer une certaine dynamique à l'intérieur du système Lions Club même. Faire en sorte que les lions puissent être heureux et fiers d'eux-mêmes pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que pour pouvoir donner, il faut vous-même être dans un état d'esprit tel que vous puissiez facilement partager le peu que vous avez avec les autres. Donc il fallait déjà recréer au sein des lions un état d'esprit favorable au don de soi. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Et dans ce processus, les lions ils ont abondamment donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont fait beaucoup pour notre pays, en tout cas au cours de l'année dernière, parce que nous avons pu finir, par exemple, le centre d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Yargadou-Ouedraogo. Je crois que ça, c'est ma plus grande fierté, parce que c'est un processus qui a commencé depuis les précédents gouverneurs, Rimo Ajar, Dieudonné Milogo, Djeneba Diallo, Mohamed Compaoré, et à mon niveau, j'ai estimé qu'il fallait qu'on puisse finaliser véritablement ce centre d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Yargadou, parce que nous avons trouvé qu'il y avait des femmes avec des enfants atteints
atteint de cancer, tout type de cancer, cette pathologie qui est quand même difficile et qui errait peut-être dans la cour de l'hôpital Yargado, qui côtoyait les couloirs de la pédiatrie. Nous avons estimé qu'il fallait qu'on mette fin à cela et nous avons pu faire un bâtiment R+1 pour le service d'oncologie pédiatrique. Ça, c'était une grande fierté. En plus de cela, ça a été fait avec l'aide de la fondation et puis un certain nombre de structures. Bon, je ne veux pas dire ici pour ne pas faire de la publicité. Mais il y a eu aussi la rénovation du centre d'ophtalmologie de l'hôpital Yargado qui nous a coûté autour de 140 millions de francs CFA. Et nous avons rénové des bureaux, nous avons donné du matériel, nous avons fait des formations de médecins, ainsi de suite. Nous avons mis en place une banque de lunettes. Une banque de lunettes qui a la possibilité de fournir 10 000 lunettes dans des intervalles mensuels avec l'aide de MK Onlus et une ONG italienne. Donc voilà un certain nombre d'actions que nous avons pu faire et qui nous ont permis de pouvoir apporter un plus dans la satisfaction des difficultés que connaissent nos concitoyens. Et justement, si vous évoquez aussi la crise sécuritaire avec ses corollaires, action et déplacés internes, vous n'avez pas été aussi aux abonnés absents parce que il y avait beaucoup d'initiatives aussi les concernant. Oui, beaucoup de choses ont été faites à ce niveau, c'est-à-dire c'est non seulement les fourrages que nous avons fait pour les PDI, nous avons fait des prises en charge au plan des besoins pour les nourritures et tout ce qu'il y a comme besoin de vivre pour eux. Nous avons fait aussi des soupes populaires, nous allons donner des repas réguliers. Nous avons fait environ autour de 900 000 repas que nous avons eu à servir au cours de l'année écoulée sous différentes formes et avec les lions, avec la participation de tous les lions, mais aussi avec, comme on le disait tantôt, avec l'ensemble de nos partenaires qui nous ont accompagnés pour que nous puissions soulager un peu les difficultés de nos concitoyens qui ont quitté leur terroir et qui sont pris dans les difficultés de la situation que nous connaissons dans notre pays. J'ai le famille ici. Oui. Servons dans la joie. Vous avez mis votre mandat sous le signe de la joie. Oui. On sait que la situation aujourd'hui n'est pas facile. Ouais. Mais vous aviez beaucoup d'espoir. Vous disiez que ça allait passer. Oui. Pourquoi la joie? C'est une forme de résilience. C'est-à-dire dire que, au fond, ce n'est pas parce que nous sommes dans les difficultés actuelles que nous devons abandonner. Okay. Cette joie, cette bonhomie que nous avons, cette manière d'aborder la vie en ayant un esprit positif, nous ne devons pas abandonner cet état d'esprit-là. Et c'est un état d'esprit qui nous permet d'être plus forts et d'avoir toujours cette forte volonté d'aller vers les autres pour les servir. Donc pour nous, c'était une forme de résilience. Vous voyez que vous avez le drapeau du Burkina Faso à l'intérieur pour dire que malgré les difficultés, malgré la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous n'allons pas abandonner, nous allons continuer à vivre et à montrer à ceux qui veulent nous empêcher de vivre que nous sommes là et que nous n'allons pas arrêter d'être ce que nous sommes, des Burkinabés bons vivants, mais des Burkinabés soucieux aussi du bien-être de leurs concitoyens. Justement, on était venu sur la genèse. Vous disiez, c'était des bons viveurs qui se sont dit on ne peut pas continuer comme ça alors qu'à côté, il y a aussi la misère. Il faut participer. Ouais. Mais il y a aussi cette rhétorique, quand on parle très souvent de ceux qui composent le Lions Club, on se dit c'est des riches. Est-ce qu'il faut être forcément riche pour adhérer? Non, c'est pas vrai. Il ne faut pas être riche pour adhérer. C'est vrai qu'il ne faut pas être aussi un nécessiteux pour pouvoir adhérer. Il faut au moins avoir... En fait, le Lions Club, l'objectif, c'est de pouvoir prendre dans cette catégorie sociale qui n'est pas au-dessus, qui n'est pas très aisée, mais cette classe moyenne-là, qui a la capacité non seulement de parler à ceux qui sont en haut, qui ont les moyens, mais qui reste un intermédiaire entre ceux qui sont en haut et qui ont les moyens et ceux qui sont en bas qui ont des difficultés. Nous restons au milieu et nous prenons en haut pour donner à ceux qui sont
qui ont beaucoup plus de difficultés pour m'exprimer, pour caricaturer. Voilà. Et ceux qui ont beaucoup plus de moyens, il y a la classe moyenne qui fait l'intermédiaire, qui vont être les lions de manière générale. Ça n'empêche pas que ceux qui sont dans cette catégorie moyenne-là arrivent à aller au sommet. C'est tant mieux, parce que ça nous permettra d'avoir beaucoup plus de ressources pour donner encore à ceux qui sont dans le besoin. Il était question aussi de la construction d'un siège. Où est-ce qu'on en est? Il y a la Maison des Lions du Burkina qui est en cours. Et pour laquelle maison nous allons... parce que le Burkina Faso aujourd'hui est parmi les pays qui œuvre le plus au niveau de notre association, qui a le plus grand apport aujourd'hui. Après les pays comme l'Afrique du Sud et le Kenya, vous trouverez que c'est le Burkina Faso qui vient peut-être en 7e ou 8e position dans le monde pour ce qui est de la place que nous avons. Vous voyez la difficulté que nous avons, les difficultés que nous avons au Burkina Faso, la crise sécuritaire, les moyens que nous avons, mais nous avons un meilleur rapport. Nous avons une meilleure prise en charge des besoins de notre communauté. Et au niveau de la fondation, nous avons contribué pour $114 000, ce qui est beaucoup plus que l'ensemble du Nigeria, la contribution de l'ensemble du Nigeria pour l'ensemble d'un certain nombre de pays européens. Mais qu'est-ce qui explique cela? C'est le dynamisme ici? C'est le dynamisme, mais c'est aussi le fait qu'en retour, la fondation nous finance. Par exemple, pour le centre d'oncologie pédiatrique, la fondation nous a donné beaucoup d'argent. Autour de 80 millions de francs CFA, 90 millions. Pour le centre d'ophtalmologie pédiatrique et le centre d'ophtalmologie de l'hôpital Yargado, nous avons autour d'une 140 millions. Nous avons d'autres projets en cours, les cantines scolaires, des prises en charge, des constructions que nous sommes en train de faire, de dispensaires et d'autres centres de prise en charge des personnes défavorisées qui sont en cours et qui sont financés par la LCA parce que nous contribuons et ils nous donnent plus que ce que nous leur donnons. Et ça, c'est vraiment important, mais c'est dû au fait que nous avons un grand dynamisme au Burkina Faso. C'est dû au fait que les Burkinabés, aujourd'hui, malgré les Burkinabés lions, malgré notre condition modeste, nous arrivons à donner le meilleur de nous-mêmes parce qu'on trouve que nous sommes des gens très sérieux et nous faisons les choses avec beaucoup de sérieux. Voilà. Et puis peut-être petite question pour terminer. Ouais. Quand on est poste-gouverneur, avec toute l'attention qu'il y a eu et ce que ça demande comme engagement, on se dit on va se reposer ou bien c'est même pas possible. Ce qui est bien dans notre association, c'est que vous êtes bon. C'est 1 an. Vous êtes mauvais, c'est 1 an. Donc 1 an, après les 1 an, vous passez de l'autre côté, vous apportez, en tant qu'immédiat gouverneur de district, j'apporte mon soutien au gouverneur en exercice pour lui permettre d'aller de l'avant, de faire mieux que ce que nous avons eu à faire. Mais après, je deviens un lion de base, c'est vrai avec mon expérience, pour pouvoir aider les autres à pouvoir aussi monter. On aide les autres à monter, on devient un formateur, on a un leadership qu'on essaie de mettre en œuvre et puis l'expérience aidant, on pousse les autres à pouvoir être aussi des leaders dans la société. En tout cas, merci, docteur, d'être passé. Docteur Diallo, je rappelle que vous êtes maintenant immédiat poste-gouverneur du district. C'était 403 à 3 2022-2023. En tout cas, merci d'être passé et apporter ces éclairages. Tout le plaisir a été pour moi. Et on va continuer, nous, sur JDS, journal du dimanche au soir, avec cette fois-ci la partie économie. Puisque nous l'annoncions d'ailleurs en titre, publicitaire associé, fêtière des entreprises de communication du Burkina Faso, association professionnelle engagée dans la promotion et la viabilisation du secteur de la communication et de la publicité effectuée, on le rappelle, sa rentrée en décembre dernier. Il s'agissait de la 3e du genre. L'association a maintenant 16 ans et continue d'œuvrer pour la défense des intérêts de ses membres et à assainir
un milieu qui attire souvent des non-professionnels, mais aussi des opportunistes. On se rappelle de cette loi numéro 080-2015 du CNT, pour autant règlement de la publicité au Burkina Faso, et qui a été promulgué et a pris effet en 2018 et qui tente d'y mettre d'ailleurs de l'ordre. Mais quelle est la réalité du secteur aujourd'hui? Quelle résilience dans ce contexte difficile? Nous avons donc Publicitaires Associés qui est avec nous, en la personne de son président, à qui je dis déjà bonsoir et merci de s'installer. Sans faux bonsoir. Bonsoir et merci de nous recevoir au Journal du Dimanche. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Tout à l'heure, on avait en image les quelques rencontres que vous avez l'habitude de mener. Vous étiez même en bilan, on va dire comme ça. Un peu avant, c'était la rentrée qui était effectuée avec d'autres initiatives. On voyait avec des plus jeunes à l'ISTIC. Comment se porte Publicitaires Associés? Merci. Avant tout propos, c'est la première fois que je prends la parole sur un média en 2024. Okay. Je vous souhaite une bonne année 2024. Merci. À vous et à tout le personnel de Tree TV, sans oublier tous les fidèles spectateurs et téléspectateurs de Tree TV et Watt FM. La première des choses que je souhaite à chacun et à tous, c'est la paix pour le Burkina. On se rend compte à quel point ce mot de 4 lettres est important pour pouvoir vivre aisément. Et en plus de la paix, c'est bien sûr la santé pour chacun et tous, et vivement que 2024 soit une année d'espoir pour mettre fin enfin à cette crise sécuritaire et permettre à tous les Burkinabés et à toutes les entreprises burkinabées de renouer avec la prospérité, avec plus de dynamisme pour un Burkina meilleur. D'accord. Comment se porte Publicitaires Associés? Publicitaires Associés. J'ai envie de dire à l'image du pays. Nous sommes résilients. D'accord. Mais il faut dire que beaucoup d'entreprises de publicité ont beaucoup peiné à sortir la tête de l'eau, parce que vous savez que en temps de crise comme ça, les premiers postes budgétaires qui sont biffés, c'est la communication, c'est la publicité, c'est les formations, les voyages, ainsi de suite. Parce que on trouve que ce sont des postes qui sont pas importants. Pourtant, nous pensons tout le contraire. Mais c'est difficile de faire la plaidoirie pour soi-même, parce que moi, c'est dit quand on prêche pour notre chapelle. Mais il faut dire que nous avons été honorés de voir que le gouvernement de la transition a érigé le ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme en ministère d'État. Pour nous, c'est une promotion. Pas seulement pour le ministre lui-même, pas seulement pour le département, mais pour tous les secteurs qui embrassent la communication, la culture, les arts et le tourisme. Et lorsque nous avons suivi le discours du président en fin d'année, on a vu qu'il y a une option claire sur la question de la culture et de la communication, et nous osons espérer que 2024 sera l'année de la concrétisation de pas mal de rêves que des entreprises de communication nourrissent au plus profond d'eux. Mais en tout cas, 2023 nous a permis de dérouler un grand programme. Déjà, nous avons commencé notre mandat le 2 juin 2023. Et du 2 juin 2023 à fin décembre, nous avons enregistré 6 nouveaux membres. D'accord. Nous avons pu faire des plaidoyers auprès de l'Assemblée législative de transition, auprès du ministère de la Communication, auprès de la mairie centrale, donc le président de la délégation spéciale. Et nous avons surtout organisé, comme vous l'avez dit, la rentrée publicitaire qui a été un franc succès. Voilà, pendant une semaine, lundi déjà, nous avons lancé une campagne médiatique. Mardi, nous avons fait un plaidoyer auprès de la mairie, et cela s'est soldé par la promesse du PDS de mettre en place dès le premier trimestre de 2024 un cadre de concertation entre les publicitaires et la mairie de Ouagadougou afin de régler les problèmes relatifs aux régies publicitaires. On va y revenir d'ailleurs. Voilà, nous avons organisé les universitiques
c'était holistique, avec les jeunes étudiants en communication et les professionnels. C'était vraiment un rendez-vous de donner et de recevoir. Et nous avons discuté de la problématique de l'intelligence artificielle et aussi la question des fake news. Aujourd'hui, c'est difficile de détecter le faux du vrai, mais il faut que les professionnels aient les armes qu'il faut pour pouvoir sensibiliser davantage et conscientiser davantage. Nous avons aussi eu une rencontre avec les universités et les instituts de formation en communication. Parce que ces 10 dernières années, beaucoup se plaignent de la qualité des étudiants. Les universités aussi se plaignent de la qualité de ceux qui viennent s'inscrire. Donc nous avons jugé nécessaire que le patronat de la communication puisse discuter avec les instituts de formation, ensuite que nous puissions arrimer les besoins du marché à la formation. Voilà, parce que sinon on aura un profil qui n'intéresse personne. Et juste après, nous avons organisé une marche pour la paix. Parce que notre thématique, c'était la reconquête du territoire national. Les publicitaires s'engagent pour la paix, la stabilité et le développement. Parce que nous ne pouvons pas ramer à contre-courant. Donc nous avons fait une marche du mémorial Thomas Sankara et c'était exceptionnel parce que c'était le jour anniversaire de la naissance du capitaine Thomas Sankara. Et nous avons eu l'honneur d'avoir son frère avec nous, Valentin. Je profite de lui faire un coucou et lui souhaiter bonne année. Et nous avons passé de très bons moments, nous lui avons rendu hommage et nous avons rendu hommage aussi aux anciens présidents de Publicitaires Associés et aussi à tous ceux qui se battent pour le respect de la loi 080. Après, nous avons fait une opération de don de sang, nous avons appelé ça 100% pour la patrie et nous avons clôturé notre rentrée ici même dans cet immeuble avec l'UNALPHA et UBS TV pour travailler sur la question des prix. Parce qu'il y en a qui malheureusement ont galvaudé le métier, ont tiré le métier vers le bas. Et avec ces deux fêtières, nous sommes dans la perspective de signer un mémorandum de partenariat pour qu'enfin nous puissions assainir ce milieu et travailler à faire en sorte que nos cadets et nos enfants, quand ils vont embrasser ce métier, qu'ils puissent en vivre et faire vivre beaucoup plus. Évidemment. Tout à l'heure, vous êtes venu sur ce que vous avez posé comme action, c'est très intéressant, mais vous posiez une problématique. Oui. Vous dites, c'est vrai qu'on est en crise et que les premiers budgets qui sont rognés sont ceux de la communication. Exact. Et pourtant, on entend très souvent dire qu'il y a un autre front sur lequel on doit rester vigilant. Bien sûr. C'est celui de la communication parce que ceux d'en face, ils en font un levier important. Exact. C'est parce que peut-être la parole, il n'y a pas l'acte qui accompagne, ou bien c'est que bon, c'est la vérité qu'il n'y a pas de moyens même pour financer ces choses, ça devient un peu plus compliqué. Quelle perception vous avez? Moi je pense que c'est juste un déficit de communication. D'accord. Je pense que tout comme on le dit dans l'adage populaire, le cordonnier est souvent mal chaussé. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle nous avons pris cette thématique, parce que nous avons l'impression souvent qu'on se connaît, mais on se regarde de très loin. Moi, je pense qu'il faut renforcer les liens. Il faut que les DCPM des différents ministères et institutions, que les chargés de communication et de relations publiques puissent se rapprocher davantage des entreprises de communication pour qu'ils créent ensemble une synergie d'action pour développer des stratégies de communication. Nous sommes en guerre, donc c'est de la communication de crise. Et les outils existent. La littérature foisonne en la matière. C'est vrai qu'actuellement, on a une sorte de dualité entre la communication publicitaire et la propagande, mais même la propagande, elle doit être encadrée. Elle peut être encadrée pour mieux servir la communication de guerre. Parce que, vous savez, en la matière, c'est de surenchère à surenchère. Déjà, nous, on sensibilise partout où nous passons pour que les partages soit d'abord réfléchir, le couper avant de partager, parce qu'il ne faut pas faire de chacun un chargé de communication de l'ennemi. S'il y a une information, une image qu'on reçoit susceptible de saper le moral de nos troupes ou de donner de l'ascendant à l'ennemi, il faut tout simplement le supprimer et travailler à ce que vous ne soyez pas un chargé de communication de l'ennemi. Mais nous pensons en 2024 plus que jamais que nous convergeons vers la paix
Et la paix, c'est maintenant qu'il faut qu'on réfléchisse les mécanismes de cohésion sociale et de vivre ensemble, de réconciliation. C'est pas à la fin de la guerre qu'il faut l'imaginer. Et je pense que les entreprises de communication et de publicité sont prêtes à accompagner le gouvernement, les différents départements de notre pays pour pouvoir faire en sorte que, en tout cas sur le front de la communication, nous puissions gagner, tout comme sur le front des combats où on voit vraiment des victoires perceptibles. Il y a la réalité même du secteur en lui-même. Je le disais quand j'annonçais un peu le sujet. Oui. On a vu la fameuse loi 2015, 080. On s'est dit, bon, on essaie de regarder dans un secteur, l'assainir et puis bien recadrer les choses. Exact. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression d'un impact majeur, positif de la chose? Est-ce que les indélicats, parce que c'est un secteur d'opportunistes aussi quelquefois, oui. Est-ce que les indélicats se sentent un peu plus mal à l'aise ou bien ça n'a pas changé grand-chose? Il y a eu un bond en avant. Ok, il y a eu un bond en avant, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Déjà, nous avons envoyé une lettre au ministère de l'économie et des finances ainsi qu'au premier ministère pour déjà les féliciter parce que vous avez vu tout au long de l'année, il y a eu un renouvellement de la base de données de beaucoup de ministères et nous avons attiré leur attention sur le fait que dans ce renouvellement-là, ne doivent compétir en communication que les entreprises qui ont le récépissé du CSC. C'est ce que dit la loi. D'accord. Parce que donner un marché à une entreprise qui n'a pas le récépissé du CSC, c'est illégal. Et nous pensons que c'est un premier tamis très important pour pouvoir assainir le milieu. Nous avons aussi, au niveau de l'ARCOP, mené des actions de sorte que l'autorité qui régule la commande publique puisse faire en sorte que dans les TDR, dans les documents requis, tels que l'ASF ou l'attestation de situation non cotisante ou l'attestation du Trésor, que le récépissé du CSC pour tout ce qui est commande liée à la communication soit réclamé. Donc on sent en tout cas un engouement parce que depuis que certaines sociétés et entreprises réclament ces documents, beaucoup commencent à battre en retraite parce qu'ils sont pas dans les tamis, ça commence à tamiser. Mais c'est comme disent les commerçants au Rodoko, c'est bon mais c'est pas arrivé. Voilà, on doit continuer. Nous en tout cas on est dans une logique de sensibilisation parce qu'il y a certains de nos collègues qui sont même dans l'illégalité que nous aidons à rentrer dans la légalité parce que nous devons aujourd'hui pouvoir montrer à quel point le secteur de la publicité contribue au développement du Burkina Faso. Lorsque nous avons rencontré le PDS de la ville de Ouagadougou, nous étions ragaillardis parce qu'il a dit clairement que le secteur publicitaire compte pour des milliards, en tout cas des centaines de millions dans le budget communal. Et ça participe aussi à l'embellissement de la ville. Et il nous a d'ailleurs exhorté à continuer à travailler de concert avec l'Agence de développement économique et urbain de la ville de Ouagadougou, ainsi que au niveau de l'AMBF, pour que le secteur publicitaire puisse booster le développement local. Et c'est ce que nous souhaitons à l'échelle nationale par rapport à la fiscalité. C'est vrai que les impôts ils nous effraient ces temps-ci, c'est très difficile, il y en a qui ont vu leur compte saisi. Et voilà, nul aujourd'hui ne peut jurer n'avoir jamais dû aux impôts. Et je profite encore une fois de plus pour les féliciter pour leur travail, mais aussi demander leur indulgence parce que souvent, c'est comme l'œuf et la poule. On ne sait pas qui est plus âgé. Souvent, on te demande une ASF pour pouvoir exécuter un travail et après on dit qu'il faut une ASF pour pouvoir se faire payer alors qu'il n'y a que 30 jours calendaires. Entre les 30 jours, souvent on est confronté à des équations du style est-ce qu'on paye les employés ou bien est-ce qu'on paye les impôts? Parce que c'est difficile dans le contexte actuel de le faire simultanément. Donc souvent on est obligé d'opérer des choix avec bien sûr ce que cela peut comporter comme retombées derrière. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que de discussion en discussion, on trouve toujours des terrains d'entente. Mais nous souhaitons vraiment que 2024 soit une année où le consommation local ne doit pas seulement s'arrêter au Gonré, au Babenda, au Benga ou aux jus locaux. Non.
il faut aussi que tous les ministères et toutes les sociétés nationales puissent travailler avec des entreprises de communication nationales. Est-ce que ça, c'est pas un problème? Parce qu'il faut le mettre aussi des fois crânement sur la table. Parce que quand vous prenez l'article 8, c'est bien défini les différentes... Vous avez à l'intérieur les professions publicitaires dans leur exercice bien fait, l'agence conseil en publicité, régie publicitaire, le courtier en publicité, l'éditeur publicitaire. Exact. Mais il y a beaucoup qui sont de grosses machines représentées ici. Exact. Et qui s'accaparent une bonne partie du... Mais dans les discussions, comment ça se passe? Vous voyez, on est souvent très mal à l'aise d'aborder le sujet. Parce que ça donne l'impression de vouloir être nationaliste ou d'être... Le Burkina Faso a une qualité. Nous sommes xénophiles. Nous adorons les étrangers. Et aujourd'hui, nous hébergeons par exemple une institution internationale qui prône la libre circulation des biens et des personnes, c'est l'UEMOA. Donc, nous sommes fiers de recevoir des entreprises étrangères installées ici à travers des entreprises nationales. Mais je pense que nous devons aussi faire en sorte que cela ne vienne pas annihiler les efforts des entreprises nationales. Parce que, mais est-ce que les choix, au fond, ce n'est pas le choix de la qualité et puis le choix aussi du rapport qualité-prix? On est compétitif, il y a peut-être devant un complexe encore qui continue, en tout cas d'avoir pion sur rue, ou bien c'est parce qu'on est moins bon? Parce que ça aussi, il faut se dire la vérité. Il faut dire, et c'est d'ailleurs ce qui a motivé notre rencontre avec les instituts, c'est vrai qu'à partir d'un certain niveau, au niveau de certains métiers, on n'a pas une masse critique de professionnels. Ok, et ça, c'est un travail que nous devons mener vraiment de concert avec le milieu de la formation. Mais nous avons de très bons professionnels de la communication. La preuve, ceux qui viennent s'installer ici, ils débauchent dans nos agences. Mais ils ont des budgets qui sont votés à l'Hexagone et qui sont implémentés dans nos États. Donc, avec quelquefois des conditions induites. Voilà. Donc, à la limite, même souvent, il y en a qui n'ont pas décroché leur marché ici. C'est à partir d'un certain niveau et ils pilotent un certain nombre de pays, dont le Burkina. Parce que nous sommes un pays enclavé et c'est sûr que devant Dakar, devant Abidjan ou devant certains pays, nous n'avons pas les mêmes budgets publicitaires. Et souvent, ça nous met mal à l'aise parce que quand on entend ou quand, à travers des collègues, on voit les budgets de communication qui sont investis dans d'autres pays et nous regardons notre pays, souvent c'est divisé par 3, 4, 5, souvent même 10. Et ça, c'est un manque à gagner par rapport à notre économie. Donc, en la matière, je pense qu'il faut que nous ayons un minimum de patriotisme pour décider. Parce que, vous voyez, il y a des pays... Dangote, ça a été un choix du gouvernement nigérien d'en faire un champion d'Afrique. Voilà. Aujourd'hui, nous avons des champions qui sont là. Il y en a même aussi qui ont décidé d'investir dans la communication. Je m'en réjouis. Quand les milliardaires, en plus de la banque, de l'assurance, de l'hôtellerie, commencent à investir dans la communication, ça veut dire qu'ils savent que c'est une niche à développer. Et justement, nous souhaitons que notre secteur puisse attirer davantage d'investisseurs, davantage de professionnels et absorber, c'est ça qui est important, absorber de la main-d'œuvre pour lutter contre le chômage. Et c'est en cela que nous, on pense que le combat que nous menons est le bon. Parce que tout ce qui... les entreprises fantômes, qui ne payent ni impôts et taxes, qui ne recrutent pas, qui ne sont pas assujettis aux différents impôts, ils créent une économie souterraine, une économie au noir, qui ne bénéficie qu'à eux. Alors que les entreprises formellement constituées, est-ce que vous pouvez imaginer que sur le plan national, nous sommes à moins d'une 80aine d'entreprises de communication légalement constituées et reconnues par le CSC? C'est pas normal. Pourtant, nous savons d'une manière empirique que c'est plus d'une 200aine de milliards que ce secteur génère. Mais justement, avant d'aller peut-être regarder un peu dans ce qui fâche un peu, dire que bon, il y a quelquefois des boulevards qui sont créés pour des entreprises venues d'ailleurs, mais il y a aussi des sujets qu'on n'aborde pas forcément, mais il y a les apporteurs de marché qui ont eux-mêmes leurs agences à côté, ce qui n'est même pas légal. Ça, quelquefois, bon, on a l'impression que vous gênez à le dire. Non, c'est pas qu'on se gêne, mais vous savez, quand il y a plusieurs bagarres,
on est obligé de reporter certaines bagarres. Parce que sinon, on risque de tout perdre, alors que stratégiquement, nous faisons des stratégies de communication, donc nous avons un minimum de stratégies que nous devons mettre en place. Pour nous, le respect de la loi 080 vient régler tout. Parce que tout le monde, et je me rends compte que tout le monde n'a pas le courage de faire l'option d'être dans le privé. On a des gens qui sont dans le public, mais qui ont des entreprises. Des agences même. Des agences. Ce qui est interdit dans la loi. Logiquement. C'est bien clair. Bon, et si ces entreprises sont déjà légales, pour nous, c'est déjà un pas de gagner. Parce que ces entreprises, qu'ils veuillent ou pas, vont recruter nos cadets, nos frères, nos sœurs, voilà, qui aiment ce métier et qui veulent travailler dans ce métier. OK ? Et la signature, par exemple. Jusque-là, il y a plein de créations en ville, des affiches, des affichages anarchiques, des spots télé qui passent, qui n'ont pas de signature. On a des spots même qui ne respectent pas la loi, parce qu'il y a des spots ou des affiches qui font de la publicité de boissons dont le degré d'alcool dépasse 12 degrés. Il y en a qui sont des boissons même à 40 degrés. Nous avons été interpellés et nous avons invité à désafficher certains. Il y a des panneaux publicitaires en ville qui n'ont ni père ni mère et qui ont failli créer des accidents. Est-ce que vous vous rendez compte que souvent au feu, quand vous avez un enfant de 5, 6 ans, vous êtes mal à l'aise à vous arrêter à un feu, parce que quand vous voyez des visuels Konyo-Muso, faiblesse sexuelle, avec des numéros... Quand ton enfant te demande, papa, c'est quoi faiblesse sexuelle, qu'est-ce que tu lui dis? Mais c'est de l'affichage anarchique. Et on ne doit pas permettre à ces gens de le faire au su et au vu de tout le monde. Donc, il y a tellement de choses à faire, hein. Tout est tellement urgent que d'urgence en urgence, on est obligé de prioriser déjà les urgences légales. Et pour nous, la loi 080 déjà, si on arrive à la faire respecter, on aurait fait un grand bond en avant. Maintenant, c'est sûr, comme dans toute corporation, comme dans toute famille, il y a des brebis galeuses. Et pour cela, nous avons mis en place l'OBPUB, par exemple, l'Observatoire burkinabé de la publicité, parce que nous avions au sein de Publicitaires Associés une commission d'éthique et de déontologie que nous avons externalisée et que nous avons érigée en association, en collaboration avec la Ligue des communicateurs, la LIDICOM, avec la CEP, syndicat des éditeurs privés, avec les consommateurs, les associations de droits de l'homme, avec nos aînés. D'ailleurs, il est présidé par un de nos aînés, Jean-Pierre Somda. Et à moyen et long terme, nous souhaitons que cet observatoire puisse faire du contrôle a priori. Parce que, par exemple, le Conseil supérieur de la communication fait un contrôle a posteriori. Mais il faudrait que nous, on arrive à la délivrance d'un visa pub, comme dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Tunisie, en France. Il y a un mécanisme de filtrage et de vérification de visa par les pairs. Au Burkina, ça existe déjà au niveau du ministère, le MERSI, des enseignements supérieurs et de l'innovation. Nous-mêmes, nous siégeons chaque année. Tant que vous ne remplissez pas cette condition, vous ne pouvez pas faire la publicité pour votre établissement et vous ne pouvez pas avoir le dossier d'agrément. Oui, mais justement, ce que vous dites là est très intéressant, parce que sur ce pan enseignement, ça a été quand même, je ne vais pas dire forcément une réussite totale, mais on sent qu'il y a des efforts. Vous ne pouvez pas être une école, vous ne remplissez pas le cahier de charges, et vous venez faire une publicité. Elle devient mensongère. Exactement. Donc, il y en a beaucoup d'ailleurs. Il y a d'abord le ministère qui s'assume en regardant est-ce que celui-là il est fiché chez nous, il respecte tout, et on lui délivre un document qui lui permet d'aller faire la publicité. Nous avons fait mieux. Il est tranquille. Nous avons fait mieux avec eux. Nous leur avons demandé de se rassurer que dans le dossier, l'entreprise qui a fait la publicité pour eux est une entreprise reconnue par le CSC. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à l'étendre aux autres secteurs? Qu'est-ce qui est la difficulté? Mystère et boule de gomme, boule de cristal. Nous avons posé la même question parce que le ministère de la Santé est interpellé aussi. Évidemment. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une floraison de produits médicamenteux miracles qui font grossir des choses ou rétrécir certaines choses, suivez mon regard.
Et cela crée beaucoup de maladies. Même décapants et autres, alors que dans la loi 080, tout est déjà interdit. Donc, nous avons, par exemple, le ministère de la Santé nous a fait savoir que le comité existe, mais par exemple, nous, on n'a jamais siégé. Nous avons mis en place un cadre de concertation récemment avec le ministère de la Communication, le ministère de le CSC et publicitaire associé, et nous avons invité d'ailleurs les autres ministères, dont celui de la santé, et ils nous ont promis qu'à leur première session, ils vont nous associer. Mais même là-bas, il y a beaucoup à faire, parce que côté santé, il y a beaucoup de dérives. Vous avez même une des émissions ici qui a été interpellée lors d'une de nos rencontres, parce que les gens passent par cette émission pour donner certaines informations qui échappent au contrôle du ministère, parce que comme c'est une émission en direct, a priori, on ne peut pas les interpeller, mais a posteriori, il y a certains qui ont donné des informations mensongères. Il y en a qui ont été premiers, par exemple, au Burkina depuis 5 ans et qui continuent de surfer sur leur première place alors qu'ils ne sont plus premiers. Vous voyez? Et il y a plein d'établissements sanitaires ou scolaires ou universitaires qui aujourd'hui ne respectent pas forcément la loi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une certaine empathie par rapport aux différents responsables de ces ministères. Et 2024, justement, sera l'année de la concrétisation des actions que nous avons entrevues ensemble en 2023. Et quand on prend la fameuse loi numéro 80, 2015, 080, moi je disais que à l'article 8, c'est bien défini, les différentes professions publicitaires. Exact. Vous avez l'agence conseil. En publicité, vous avez la régie. En publicité, vous avez le courtier. En publicité, l'éditeur. Mais est-ce que quelquefois, on ne trouve pas des dépassements de fonctions? Oui, malheureusement. Malheureusement, parce que vous voyez, par exemple, le courtier, le courtage, vous le connaissez, il n'existe pas seulement en communication, même au niveau du monde des assurances, ça existe. Il est l'intermédiaire justement entre la régie et les annonceurs. La régie publicitaire, elle achète et vend des espaces, donc elle est l'interlocuteur numéro 1 des médias. Et logiquement, chaque média devrait s'adosser à une régie pour acheter et vendre ces espaces, ou à défaut créer elle-même sa régie. Vous voyez, l'agence conseil en communication, elle conçoit, développe les stratégies de communication et les implémente. Elle est plus ou moins à 360 degrés parce qu'elle peut, dans la mise en œuvre des actions, faire appel à l'une ou l'autre des agences. Et l'éditeur publicitaire, c'est celui qui conçoit les visuels, qui conçoit les spots, ainsi de suite. Mais vu que la loi 080 et son décret d'application peinent à être exécutés à 100%, la nature ayant horreur du vide, il y a toujours des petits malins qui usurpent, quand ça les arrange, certaines prérogatives, alors que logiquement, elles ne dépendent pas d'elles. Mais une fois de plus, entre celles-là, à jour, et reconnues par le CSC, qui par un concours de circonstances, je ne les applaudis pas forcément, mais entre ces dernières et d'autres qui pompent des marchés illégalement, il est plus facile de régler le problème en famille que lorsqu'il est éparpillé, éparse. Nous travaillons justement à faire en sorte que tous ceux qui sont en règle puissent intégrer la grande famille du publicitaire associé. Parce que, nous, on va être rejoint tout à l'heure aussi par le directeur général adjoint au produit de Tam Tam Group Presse pour aussi revenir sur ce que sont nos offres, parce que tout à l'heure on parlait. Et c'était ça même on va dire la teneur de ma dernière question. Est-ce que le problème, ce n'est pas qu'on ne maîtrise pas la question de la communication? C'est-à-dire que celui qui veut communiquer, qui est forcément vos clients, souvent il vient, il s'élève, il va voir directement le diffuseur et dit: moi j'ai mon produit, je veux que tu montres. Voilà la question, voilà le langage. Et là, c'est pour ça que j'ai parlé des professions qui sont citées à l'article 8. Donc vous avez l'impression qu'il a sauté toutes les étapes. Ou bien il a assumé lui-même, il a tout assumé. Et il vient vers le destinataire, ou bien le dernier, comment on appelle ça, la dernière vitrine, pour dire: moi voilà ce que je veux. Alors qu'il y a tout un process. Il y a une éducation aussi à faire. C'est vrai. Vous avez entièrement raison, et voilà pourquoi nous ne nous lassons pas à faire de la sensibilisation. Mais vous voyez, l'une des communications les plus difficiles, c'est la communication pour le changement de comportement.
Et vous avez vu aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple très évocateur, c'est celui dans la lutte contre le sida et les VIH, vous voyez, et les MST, IST. Pendant longtemps, on a communiqué, je prends toujours cet exemple, avec le préservatif par pudeur en le mettant sur les 3 doigts. Mais en évaluation, on est reparti et puis on a vu que 90% des femmes étaient enceintes parce que les hommes avaient mis les préservatifs comme ça. Vous voyez? Après, on est passé au préservatif avec le pénis en bois qui faisait plus lire et indisposé. Et là encore, il a fallu réaffiner encore la stratégie, ainsi de suite. Donc, moi, je sais qu'il y a eu une année, lorsque j'avais créé mon agence, qui a 17 ans maintenant, j'étais allé voir un commerçant pour faire la publicité. Il m'a dit, mais que tout le monde le connaît, il n'a pas besoin de communiquer. Vous voyez? Mais j'ai dit, mais Coca-Cola est connu par tout le monde, mais ils mettent des milliards et des milliards de communication. Merci, voilà. Bon. Et comme le DG a produit, il va avoir la facture tout à l'heure. Voilà, bon. C'est pour dire qu'il y en a qui ne se rendent pas compte que la communication n'a pas de prix. Elle a un coût, mais elle n'a pas de prix. Voilà. D'accord. Donc, je disais qu'on est rejoint par le directeur général adjoint produit de Tactom Group Presse. Bonsoir Edouard. Bonsoir M. Barra. Merci de vous recevoir, c'était un plaisir. On est déjà dans le sujet, tout à l'heure on va venir concrètement sur nos offres qui sont alléchantes, ça on va revenir là-dessus. Ouais, c'est clair. Mais ce qui dit est très intéressant, c'est qu'on vient nous approcher directement, alors que souvent c'est même pas la façon, et quand vous l'emmenez ailleurs, vous lui dites il y a un process, c'est dit bon, vous me fatiguez. Ouais, non mais c'est clair. Vous avez utilisé une expression tous les deux tout à l'heure. Déjà, permettez-moi de saluer vos auditeurs. Oui, allez-y. De vous remercier aussi de m'accueillir sur ce plateau. Pour revenir au sujet, il y a la question de l'éducation se pose effectivement. On est dans un environnement où la communication est aujourd'hui un domaine où les gens pensent que n'importe qui peut se lever avec son sac, faire un cachet, faire une en-tête et se mettre à prospecter et à communiquer. Donc, c'est un vrai travail d'éducation à faire, ce qui fait que les gens mettent de l'argent dans la communication, dans ce qu'ils estiment être de la communication. Après, ils n'ont pas le résultat. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas adressés aux professionnels, aux structures qui sont habilitées et qui sont compétentes à fournir ce service. Donc, c'est un vrai travail à faire. Et ce genre d'occasion, j'espère qu'il y en aura d'autres, nous permettent vraiment de nous adresser à au public pour leur dire non, il y a des professionnels, c'est comme dans tous les domaines. Quand vous voulez coudre un bel habit, il y a des gens compétents pour ça. Exact. Quand vous voulez construire une maison, il y a des gens compétents pour ça. Exact. Voilà. Si vous ne le faites pas et que vous pensez que la communication, c'est juste faire un logo. Moi, je vois on voit des choses aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et c'est fou, on se demande, mais les gens qui mettent de l'argent, leur argent dans ce business, qu'est-ce qu'ils attendent comme retour? Ben, ils vont vous dire non. Et quand ils approchent un professionnel qui leur détaille le process normal, est-ce que ça peut coûter? Ils trouvent que c'est cher. Vous savez, il a utilisé une très belle expression. Il y a des choses qui ont un prix, mais qui n'ont pas qui ont un coût, mais qui n'ont pas de prix. Qui n'ont pas de prix. C'est exactement ça la communication. Et en fait, j'ai toujours pris un exemple. L'intermédiation, c'est un métier à part entière. Ok. Je vais prendre 2 exemples. Vous avez un parent douanier. Vous avez fait venir une voiture. Vous ne pouvez pas aller dédouaner une voiture sans le transitaire. C'est pas possible. Parce que la législation fait en sorte que pour pouvoir faire ce travail-là, vous ne pouvez pas aller directement voir. Voilà. Aujourd'hui, il y a des maçons qui sont bons et qui ont à la limite rang d'architecte. Tellement ils ont travaillé pour beaucoup d'architectes et ils sont vraiment à la limite architectes honoris causa. Ok? Mais ce n'est pas des architectes. Il faut le cacher. Vous allez vous en rendre compte. Voilà. Donc, c'est pour dire que à la matière, il faut toujours. Attends, c'est plusieurs années d'études. Si. Voilà. Il faut vraiment faire appel aux professionnels. Il faut venir vers, on va dire, la bonne adresse. Voilà. Il faut venir chercher, on va dire, les compétences qu'il faut pour le travail qu'on veut. Exactement. Et après, on a les résultats qui sont forcément escomptés et qui viennent donc à la fin. Merci en tout cas à vous, Salif Sanfou, d'être passé. Ça a été un vrai plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Président du
publicitaire associé. Exact. Et on va dire, on dit plus bonne rentrée, hein, parce qu'on est déjà dedans. Hein. On est dedans, on est à fond. D'accord. En tout cas, merci à Tree TV une fois de plus de nous recevoir et de nous offrir cette belle tribune pour sensibiliser davantage. Nous souhaitons que tous les DCPM, les DCRP, des institutions, qu'elles soient du privé ou du public, n'hésitent pas d'abord à réclamer la liste des entreprises agréées. Parce que le CSC publie sur une base mensuelle les entreprises qui se mettent à jour, parce que le récépissé ne tient c'est qu'un an. Et nous allons continuer en 2024 justement à faire de la sensibilisation. Et nous espérons que le nouveau CSC qui est en train de se mettre à place va nous aider davantage à sensibiliser et aussi peut-être à prendre des cas de récidivistes pour les sanctionner et pour que ces sanctions soient des sanctions écoles pour permettre à tout le monde de pouvoir... voilà, parce que si les entreprises, qu'elles soient du privé ou du public, décident de ne travailler qu'avec les agences agréées, non seulement cela va gonfler leur chiffre d'affaires, si elles n'arrivent plus à absorber les marchés, elles seront obligées de recruter davantage pour renforcer leurs équipes. Et petit à petit, nous allons créer des majors et des champions dans le secteur de la communication. Il n'y a pas 10 000 manières de développer un secteur. Évidemment. En tout cas, secteur de la publicité au Burkina, réalité, enjeux et défis. Ce qu'on a abordé donc avec vous. Merci d'être passé encore. Salut. Merci beaucoup. On est avec le directeur général adjoint produit Tam Tam Groupe Presse. On est en plein dedans. Hein. Nous sommes la bonne adresse quand vous voulez communiquer. Et donc, depuis, il faut le dire, 20 ans, Tam Tam Production continue de donner aux Burkinabés déjà des produits de qualité visibles à la télé, entendus à la radio, affichés dans nos rues. Et aussi, quoi qu'on dise, Tam Tam Production s'est imposé ici et même ailleurs. Et depuis un certain temps, on a maintenant une télé. C'est Tree TV ceux qui nous regardent. Tout à fait. On a Watt FM. C'est un groupe de presse maintenant. Ouais. Tam Tam Groupe Presse de TGP. 20 ans quand même pour Tam Tam Groupe Presse. 7 ans Tam Tam Production, 7 ans pour la télé. Et 5 ans pour la télé et 7 ans pour la radio. Aujourd'hui, c'est quoi les grosses opportunités d'un groupe pareil pour ceux qui nous regardent, des partenaires possibles, ceux qui ont envie de communiquer, ceux qui ont besoin de notre outil? Merci beaucoup. L'avantage pour celui qui s'adresse à Tam Tam Groupe Presse, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a 20 ans d'expérience, c'est de trouver dans une seule maison, dans une seule structure, des possibilités de communication à 360 degrés. C'est-à-dire celui qui vient chez nous, il a la possibilité que nous l'accompagnions en matière de conseil. Cette structure a la possibilité, bénéficie de la possibilité que nous l'accompagnions en matière de production. Nous faisons le conseil, nous faisons la production, nous faisons de la diffusion. La production, c'est Tam Tam Production. Voilà. Donc, je vais, si vous permettez, je vais m'attarder un peu sur les détails concernant le groupe Tam Tam. Donc, Tam Tam Groupe Presse, c'est plusieurs structures. Je dirais essentiellement 4. Donc, vous avez Tam Tam Production qui conçoit et produit des outils de communication. Que ce soit, ça peut être des bandes annonces pour tous ceux qui organisent par exemple des séminaires, des conférences et toutes ces rencontres-là. Ça peut être des spots, donc pour mettre en valeur les produits de ces structures. Et j'ouvre une parenthèse pour dire à ceux qui nous écoutent ce soir qu'il y a de très grosses structures qui nous font confiance depuis près de 20 ans que Tam Tam Production propose ses services et exerce sur le marché. Que ce soit au plan national ou à l'international. Vous l'avez dit tout à l'heure, M. Baha. Donc, je peux, si vous le permettez, sans vouloir faire la publicité pour ces structures. Vous avez des structures comme, je peux commencer par Airtel, Celtel, Zen, ensuite Orange, c'est-à-dire sur 20 ans, ce groupe, dans son évolution, a fait confiance en Tam Tam Production pour beaucoup de ses supports de communication. Beaucoup des spots que des gens regardent à la télé sont conçus, produits au Burkina
par une structure burkinabé, par des compétences burkinabé. Donc voilà, je pense que... On en a. Et quelquefois, ce qui fait sourire, on vous dit, mais vous êtes sûr que c'est ici qu'ils ont fait ça? Ouais, c'est ça. Effectivement, les gens sont souvent surpris par la qualité des images et par la qualité des productions. Nous pouvons produire aujourd'hui, nous pouvons même proposer à nos partenaires et à nos clients des productions qui sont en termes de qualité aux standards internationaux. J'ai cité par exemple tout à l'heure le Orange, c'est-à-dire en partant de ses débuts, donc jusqu'à maintenant. Vous avez un groupe comme Coris Banque International qui, à l'échelle africaine, nous demande nos services. Nous produisons beaucoup de support pour le groupe Coris, que ce soit Coris Holding ou bien Coris Banque International. Nous sommes souvent appelés à aller concevoir et produire dans des pays comme le Congo, par exemple, le Tchad, par exemple, où nous avons conçu et produit des supports pour les clients là-bas, et ces supports sont diffusés. Est-ce que vous savez, par exemple, monsieur Vaha, que le support qui a servi de promotion du Burkina à l'international, dans le cas du PNDS, pour inciter les investisseurs internationaux, pour vendre l'image du Burkina à l'international, ça a été conçu et produit par Tam Tam Production. Je les voyais dormir ici quand ils étaient en train de produire tout ça. Les membres de nos équipes avaient les yeux rouges, mais il fallait avancer sur ce projet qui représentait pour chacun de nous un gros défi. Vous avez l'UEMOA qui nous a confié dernièrement un travail qui consistait à vendre à l'échelle internationale l'ensemble des pays qui le constituent. Donc il y a les compétences, il y a les outils techniques, et c'est pour vous dire que ceux qui viennent nous voir, pour que nous puissions concevoir et produire pour leurs supports de communication, ont l'assurance de l'expérience et l'assurance de la qualité du produit qui leur sera offert. Donc ça c'est Tam Tam Production. Ça, c'est Tam Tam Production. Merci, depuis 20 ans. 20 ans d'expérience. Et dans cette évolution, on s'est dit, mais attends, ce serait bien que nous puissions proposer à nos partenaires, à nos clients, des outils de diffusion. D'où l'idée de passer de Tam Tam Production à un groupe de communication, donc avec le début de Watt FM, ensuite de Tree TV. Et ce que les gens ne savent pas, compte tenu du sérieux de notre projet, Tam Tam Group Press est le premier groupe à avoir eu l'agrément du CSC et pour la radio et pour la télé. Les autres postulaient d'abord pour la radio, ensuite pour la télé, ou alors vice-versa. Voilà. À la suite de ça, c'est vrai, le projet a un peu traîné, non pas de notre faute, mais par rapport à la difficulté de la mise en place de la TNT, comme vous le savez. Donc, Watt FM a commencé ses diffusions depuis 2016. 7 ans maintenant. En 7 ans, cette radio a montré sa capacité à offrir une programmation variée et riche qui intéresse, qui a su capter un auditoire nécessaire. Tree TV est venu montrer aussi qu'il y a possibilité de créer une télé différente avec une qualité d'image dont nous sommes tous fiers. Souvent, quand vous voyagez, quand moi je vais à l'extérieur, ou même souvent ici, les gens ils nous regardent, mais attends, votre qualité d'image, elle est... Voilà. Elle est exceptionnelle. Mais ce n'est pas seulement la qualité d'image qui fait Tree TV, c'est surtout aussi le sérieux de son programme. Et permettez-moi... vous allez peut-être rougir. Dans ce programme, il y a notamment une émission comme le tribunal de l'actualité. Ce n'est plus une émission, c'est une institution aujourd'hui dans le paysage des émissions au Burkina Faso. C'est une émission qui a reçu sur ses plateaux ou sur son plateau, ou alors qui a presque tout ce qui compte comme décideur politique et économique est passé devant le tribunal de l'actualité. L'autre programme qui est très suivi, c'est bien sûr JDS, et vous comprenez que c'est pour moi un honneur d'être assis aujourd'hui en face de vous. Et j'ai le DGA produit. Ce qui est bien, c'est que dans le laboratoire, à chaque fois, il y a nos téléspectateurs, nos auditeurs auxquels on pense. Il y a les fameux 100 jours. C'est quoi les 100 jours?
Merci. C'est un concept que nous avons mis en place pour permettre à nos clients et à nos partenaires, ceux qui sont avec nous, de communiquer sur une période qui, pour nous, que nous considérons comme une période faste, c'est-à-dire une période qui demande beaucoup de communication de la part des entreprises et de la part des institutions. C'est un programme de promotion qui a commencé le 10 décembre et qui va s'achever le 22 mars. Pendant 100 jours, donc depuis le 10 décembre, ça veut dire quoi? Il y a eu Noël. Il y a eu les fêtes de fin d'année. Les fêtes d'année, oui. Il y aura la Cannes. Vous aurez la fête des amoureux, le 14 février. Vous avez le 8 mars. Le 8 mars, les femmes. Les femmes. Et ce qui va déboucher, qui va nous amener dans la Pâques. Vers Pâques, merci. C'est ça. Voilà. Donc, pendant toute cette période où il y a énormément de fêtes, donc autant d'occasions de communiquer pour les entreprises, pour les structures, pour tous ceux qui veulent faire connaître leurs produits ou faire connaître leurs structures, donc de bénéficier de tarifs spéciaux. Donc, pendant ces 100 jours, celui qui vient nous voir et qui achète des espaces de diffusion à partir de 20 bénéficie d'un bonus de 100%. Il a 20 en plus. Il a 20 en plus. S'il a pris 20. S'il a pris 20. S'il a pris 30, 30 en plus. S'il a pris 40, 40 en plus. Et mieux, puisque tout à l'heure, en parlant du groupe Tam Tam, qu'est-ce que je vous ai dit? On a une structure de production qui est Tam Tam Production. Donc, il y a la possibilité, pendant cette période, à des tarifs étudiés, de produire des supports de communication, de concevoir, de réfléchir, de produire des supports de communication pour ceux qui n'en ont pas et d'offrir des coûts de diffusion étudiés à toutes ces personnes. Donc celui qui a la crainte, oh bon, moi je n'ai même pas encore de spot, je fais comment pour venir prendre 20, ça veut dire qu'il y a déjà cette possibilité-là. C'est même pas un problème, comme on le dit. Spot radio, spot télé, bande-annonce, affiche. Parce que nous avons étoffé nos offres depuis l'année dernière pour concevoir et produire des affiches pour... Et puis justement, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on a les visuels là qu'ils ont, il y a les reportages évidemment, et on permet à travers True TV et Watt FM, les sessions d'information que nous avons avec les rediffusions et tout, donc de pouvoir avoir ces événements vus. Il y a la question des bandes annonces, on a vu la question des productions de qualité, il y a même le streaming, ça vous n'en avez pas parlé. On en a, justement, j'espérais qu'on ne termine pas sans que je n'ai eu l'occasion d'en parler. Pour toute activité. Alors, quand je parlais de 360 degrés, ça veut dire quoi? L'annonceur, l'organisateur d'un événement, que ce soit une conférence, que ce soit une soirée, que ce soit un spectacle, que ce soit tout, qui vient nous voir. Donc, nous avons la possibilité de lui proposer plusieurs choses. D'accord. Il y a la couverture médiatique. C'est basique. Il y a le public reportage, que ce soit à Ouaga ou à Bobo. J'ouvre une parenthèse pour dire à ceux qui nous écoutent ce soir que nous avons la possibilité de réaliser des émissions en direct depuis Bobo. Parce que nous avons un studio télé à Bobo, totalement équipé, comme le studio de Ouaga. Donc voilà, on a certaines de nos émissions. Il y a l'émission Adula qui passe à chaque fois, qui est fait sur place à Bobo du Lasso. Voilà. Donc ceux qui nous écoutent ce soir depuis Bobo, qu'ils sachent qu'en ayant une activité là-bas, nous avons une équipe sur place là-bas pour aller capter les images ou alors pour réaliser des émissions en studio télé totalement équipé depuis Bobo. Nous avons la possibilité, suite à un choix stratégique qui a été pris en 2023, c'est-à-dire l'année qui vient de s'écouler, qui nous a obligés à nous doter en matériel spécifique de faire ce que vous avez appelé le streaming. C'est-à-dire celui qui organise une activité aujourd'hui, que ce soit un concert, que ce soit une conférence internationale ou un séminaire, nous pouvons déployer une équipe là-bas qui va capter et qui va diffuser en direct, en ligne et sur les plateformes choisies par ce client. C'est-à-dire c'est un service à valeur ajoutée extrêmement importante. Imaginez que vous avez des partenaires à l'extérieur. Okay, vous organisez une conférence ici et vous souhaitez que ces partenaires, bien qu'étant à l'autre bout du monde, au Japon, aux États-Unis, au Canada, au Brésil, que sais-je encore en Russie, vous organisez votre activité ici, nous venons, nous captons, nous filmons avec des caméras professionnelles,
Des robots pour la plupart d'ailleurs. Des robots pour la plupart. Et en même temps que la cérémonie se déroule, pendant que la cérémonie se déroule, vos partenaires de l'autre bout du monde peuvent suivre en direct cette activité. Et interagir. Voilà. Donc, si vous permettez, les gens pensent souvent au coût et prix. Nous offrons tous ces services à des tarifs très étudiés. Parce que ça fait longtemps que nous sommes sur le marché. Nous en avons l'expérience et nous connaissons la réalité du marché. Donc, que ceux qui nous écoutent ce soir, que vos auditeurs, que vos téléspectateurs sachent que c'est des services que nous offrons et qui sont exclusivement de Tam Tam Production, donc télé, radio, streaming. Ce qu'on a déjà fait avec, on se rappelle le rendez-vous de la RIPAB, les patrons qui étaient réunis à Ouagadougou. On l'a fait aussi avec les experts comptables. On était au cœur et on a fait vivre tout cela. Voilà. Les experts comptables, justement, qui étaient venus de partout de l'Afrique. Et pour que leur cabinet ou bien leurs partenaires dans tous ces pays puissent suivre cette cérémonie, ils ont fait appel à notre compétence et nous nous sommes acquittés de la tâche. Pour terminer, parce que tout à l'heure, je vais recevoir les sportifs et la CAN. Merci beaucoup. La CAN est un grand événement à côté duquel un groupe de communication comme Tam Tam ne pouvait pas passer. Donc nous avons conçu quelque chose de spécial, que ce soit pour la télé, pour la radio et pour Tam Tam Production. Nous prévoyons d'envoyer, l'équipe doit partir, je pense que ce week-end ou bien en début de cette semaine, doit partir sur Abidjan, une équipe de 3 personnes. Qui va couvrir Boaké, où les étalons seront basés, une autre représentation à Abidjan, et la 3e personne sera chargée de sillonner les différentes villes. Donc, c'est quoi? C'est faire vivre à nos auditeurs et à nos téléspectateurs les à côté de la CAN. Il y a les matchs que les gens regardent, mais à côté de ces matchs, il y a tout ce que les gens ne voient pas. Donc ces gens, nos équipes sur place là-bas vont réaliser par exemple le journal du sport. Nous avons un programme et vous en savez beaucoup, puisque ça a été conçu avec parce qu'on aura dans nos sessions d'information un journal sport à l'intérieur et puis ils revivront aussi tout ce qui passe là-bas, pas seulement pendant les matchs mais les à côté, dans des capsules qui revivront tout le temps de la journée. Tout le temps. Et donc c'est une excellente occasion pour communiquer, pour tous ceux qui voudraient profiter de cet événement important qu'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un événement d'envergure nationale et d'envergure continentale et d'importance nationale parce que les étalons vont y participer. Donc ça suscite l'intérêt de tous les Burkinabés, que ce soit ceux de l'intérieur comme ceux de la diaspora. C'est une excellente occasion de communiquer. Et qui mieux que Tree TV, Watt FM, Tam Tam Production peut accompagner ces structures-là pour communiquer. Et comme c'est le DGA Produit qui est avec moi, je n'ai pas l'habitude de permettre cela aux gens, de parler directement avec les téléspectateurs. Je vais vous le permettre. Comme vous avez plein de partenaires qui vous ont accompagné quand même en 2023, on est en début d'année 2024, qu'est-ce que vous espérez pour ces messieurs? Déjà les remercier. C'est ça. Le remercier, nous savons tous que l'année 2023 n'a pas été facile. Compte tenu du contexte général, vraiment le remercier pour leur confiance. Il y a ceux qui sont venus en 2023 et il y a ceux qui sont là depuis. C'est exprimé en votre nom et au nom de la direction du groupe Tam Tam nos sincères remerciements, notre sincère reconnaissance à l'endroit de ces structures qui ont accepté de nous faire confiance et les rassurer en leur disant que chaque jour nous renforçons nos capacités, que ce soit en moyens humains, en moyens matériels, en moyens techniques, et en termes de conception aussi, pour leur apporter toujours plus de solutions qui répondent et à leurs besoins et à leurs moyens. 2024, pour nous, est une année de challenge et de transition avec beaucoup de choses nouvelles qui vont arriver. Nous attendons impatiemment ceux qui ont des besoins, quel que soit leur budget, parce que la question est revenue plusieurs fois ici tout à l'heure. Les gens pensent que s'adresser à une structure professionnelle bien établie, ça coûte trop cher. Non, venez. On a des prix étudiés. On a des prix étudiés. On va vous écouter et avec vous, on va réfléchir à vos projets et savoir comment vous accompagner le mieux possible.
Merci. Vous savez, doit être passé. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint produit du groupe Tam Tam Group Press. C'était un plaisir de vous avoir. Pensez à revenir de temps en temps. C'est un honneur pour moi. D'accord. Merci, juge. Merci, monsieur Va. Je navigue entre le juge et le... Oui, ce qui est bien chez nous, c'est qu'on est les premiers fidèles de nos propres programmes. Voilà. D'accord, merci d'être passé. Merci. On va poursuivre ce JDS avec la dernière des rubriques. C'est le sport. Et pour la partie sport, nous allons aborder la question de la reprise du championnat national. Mais avant, on va s'intéresser à la CAN parce que ça fait tic-tac. On est seulement à quelques jours de cette CAN-là. Le Burkina, on le sait, est logé dans le groupe D. Il y a l'Algérie, la Mauritanie et l'Angola. On fait un zoom d'ailleurs sur ce groupe-là dans ce reportage, mais préciser qu'il y en aura une série. On va s'intéresser jour après jour à chacun des groupes. On commence naturellement par celui du Burkina. 42 participations, 2 titres de champion d'Afrique cumulés, des équipes aussi ambitieuses les unes que les autres. Le groupe D de la CAN Côte d'Ivoire 2023 fait inéluctablement partie des plus relevés de la compétition. Basé à Bouaké, ce groupe est composé de l'Algérie, championne en 1990 et en 2019, du Burkina Faso, finaliste en 2013, de l'Angola, quart de finaliste en 2008 et 2010, et de la Mauritanie, grande nation émergente du football africain qui connaîtra sa 3e participation d'affilée. Certainement les moins expérimentés du groupe, les Mourabitoun de la Mauritanie espèrent cette fois passer le cap du premier tour. Pour leur 3e participation, ils peuvent compter sur le magicien Amir Abdou, ancien sélectionneur des Comores, qui était parvenu à sortir le Ghana pour se hisser en 8e de finale de la CAN camerounaise. Sans véritable star, les Mourabitoun s'appuient sur un collectif solide amené par des garçons comme Ibnouba, Kadim Diaye ou Idrissa Etiam. Si une qualification pour le tour suivant reste dans les cordes des Mourabitoun, ils devront avoir affaire. Et il faut le dire, la tâche sera ardue pour les poulains du coach Amir Abdou, d'autant plus qu'ils ont dans leur groupe l'Algérie, championne d'Afrique en 2019. Ambitieux, les Fennecs veulent faire oublier le fiasco de la CAN 2021 qu'ils avaient quitté dès le premier tour. Cette fois, Jamel Belmadi, le sélectionneur, s'appuie sur une ossature bien connue. Avec Riyad Mahrez, Islam Slimani et autres Bagdad Bounidjad, les Fennecs seront à un point douter les têtes de gondole du groupe D. Annoncés comme favoris, ils seront sous pression face à des adversaires déterminés à se payer leur scalp. Recommande du nombre de participations du groupe avec 19 phases finales disputées, l'Algérie s'est renforcée avec la venue de garçons comme Oussem Awa et Amine Gouiri qui ont préféré rejoindre les Verts plutôt qu'une hypothétique carrière chez les Bleus. Dans ce groupe D, on retrouve également les Palancas Negras de l'Angola. Aussi inconstants qu'imprévisibles, les Palancas Negras retrouvent la CAN 5 ans après leur dernière participation, eux qui totalisent déjà 8 phases finales de Coupe d'Afrique des Nations disputées. Avec Pedro Gonçalves aux manettes, la sélection angolaise espère faire mieux que les quarts de finale atteints en 2008 et 2010. Une performance réalisable pour peu que le capitaine Freddy et ses camarades se mettent au diapason de leurs différents adversaires, dont le Burkina Faso. Les étalons, justement, disputeront leur 13e CAN et sortent d'une place dans le dernier carré lors de l'expédition camerounaise. Bertrand Traoré et ses camarades sont des candidats logiques à la qualification pour le second tour. Le sélectionneur Hubert Velud a du reste réaffirmé les ambitions de ce groupe. Jeune, talentueux, expérimenté et surtout ambitieux. L'équipe nationale du Burkina a le niveau pour jouer dans la cour des grands dans cette compétition. Quoi de plus normal quand on totalise déjà 13 participations et qu'on s'apprête à en disputer la 14e. Les éliminatoires qu'elle avait bouclées en 4 sorties l'attestent largement. Reste maintenant à retrouver des joueurs au mieux de leur forme pendant la CAN. Au stade de la paix de Bouaké, où se dérouleront l'essentiel des matchs de ce groupe, il y aura certainement des oppositions de bon niveau à partir du 16 janvier, avec au tableau d'affichage le Burkina Faso face à la Mauritanie et l'Angola à l'épreuve de l'Algérie. La décantation se fera au soir du 24 janvier, lors de la dernière journée de la phase de groupe avec les oppositions Algérie, Mauritanie et Burkina Faso, Angola. Les équipes, Retour sur le plateau du JDS après ce reportage qui nous a été proposé par John William Somda. Je suis rejoint par Claude Romba. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy.
Plaisir de vous avoir. Je pense qu'on est en plein dans la canne. On est en plein dans la canne. On sent que la pression est en train de venir. Ça monte un peu. Ça monte un peu. Nous sommes aussi avec Julien Tiendré-Béogo, secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel. Bonsoir. Oui, bonsoir M. Vaillard et bonsoir à tous ceux que nous reçoivent chez eux. D'accord. On a dit que le championnat va reprendre bientôt. Ça sera l'actualité qu'on va aborder tout à l'heure. Mais il y a la CAN, c'est l'autre actualité, la pression qui vient. On a les matchs amicaux qui continuent de se faire. On regarde, on se dit, est-ce que... il a le sélectionneur qui dit, au moins je suis satisfait, ce qui s'est passé c'est déjà bon. On a vu la poule, ça nous rappelle à chaque fois la pression. Pour beaucoup, on pourrait en sortir, ça c'est pas trop le problème, mais il y a un début mauritanien qu'il va falloir bien discuter. C'est pas ce que vous pensez, vous, Claude Romba? Si, il va falloir aborder le premier match avec beaucoup plus de sérénité. Je pense que la CAN commence par là. Voilà, parce que le premier match il est assez déterminant. Il est très important, peut-être pas déterminant comme ça, mais il est important. Ça aussi, il faut le dire. C'est pas décisif, certes, mais c'est important. Il faut se rassurer dès le début. Surtout que dans une poule comme ça, si rapidement vous prenez, vous abordez bien le premier match, par exemple, parce que le Burkina a quand même donné favori par rapport à cette équipe mauritanienne. C'est-à-dire que si vous faites honneur à votre statut, à partir de ce moment-là, vous avez le dos large pour affronter la suite. Mais si une contre-performance peut déjà mettre le doute, surtout que le deuxième match, dans le calendrier qu'on a, le deuxième match, on croit déjà le super favori du coup, c'est-à-dire l'Algérie. Du coup, ça va mettre encore un coup de pression, ça va mettre encore un peu de pression. Donc il faut mieux aborder ce premier match-là. Maintenant, on a suivi le match amical hier, vendredi, voilà, contre l'Iran. Ça a été un match. C'est vrai que l'entraîneur il reste toujours dans sa constance, parce qu'il a toujours dit qu'il est satisfait donc de la prestation des étalons, même si contre le Togo c'était pas bon, il dit qu'il est satisfait. Maintenant ça devient une constante. Maintenant, est-ce qu'il le dit pour évidemment débarrasser les joueurs de toute pression? Peut-être que c'est dans sa communication aussi, peut-être que c'est une stratégie aussi pour mettre à l'abri les joueurs et puis évidemment à l'entraînement pouvoir montrer plus ce qui n'a pas marché et comment pouvoir colmater les brèches, ou en tout cas comment pouvoir remédier à ça. C'est comme ça que je vois. Voilà, parce qu'en disant qu'il est satisfait du résultat, je ne pense pas que réellement ça doit être ça. C'est plus dans la communication. C'est une stratégie de communication pour lui, pour évidemment mettre à l'abri ses joueurs. Est-ce que c'est la meilleure stratégie? Dans tous les cas, si ça peut marcher, c'est ce qu'on demande. Et puis on va attendre de voir. Sinon, ce match contre l'Iran, c'est vrai qu'on peut dire que l'Iran qui est classé 21e au classement FIFA, est peut-être devant le Burkina, mais c'est dans la réaction qu'on n'a pas vu les joueurs. Ça manquait beaucoup d'agressivité. Donc il va falloir, peut-être au deuxième match, ça doit être mieux que ça. On va voir contre la RD Congo, qui est une équipe aussi qui, le 10, c'est-à-dire mercredi, une équipe qui est qualifiée aussi pour la CAN. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on pourra peut-être voir, ça sera un test grandeur nature avant la Mauritanie. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra évidemment se prononcer sur l'état de forme de l'équipe. Oui, Tiendré-Béogo, la CAN, on sent déjà la pression qui est en train de venir. Donc on scrute beaucoup, comme on le disait tout à l'heure. Vous regardez dans ce que nous proposait John William Somda, il y en a qui disent, Algérie, mais il faut faire attention aux petits là, c'est eux qui nous fatiguent très souvent. C'est ce que vous pensez ou pas? Non, nous sommes en compétition et tous ceux qui sont là ont leur raison d'être là. Et ils méritent d'être là. Si on fait le focus sur l'Algérie, on risque de croiser l'Algérie pendant qu'on n'a pas grand-chose à jouer. Voilà, parce que déjà contre la Mauritanie, il va falloir impérativement gagner. Il faut faire du résultat. Parce qu'aujourd'hui, les équipes ont le même niveau. Aujourd'hui, le nivellement a été fait. Voilà. Quand vous prenez la Mauritanie en absolu, il n'y a pas une équipe parmi ces 23 autres équipes qui vont affronter la Mauritanie en étant à l'aise. Voilà. Et aujourd'hui, les joueurs, même s'ils ne jouent pas au haut niveau, ils sont très bien aguerris dans la compétition. Voilà, ils jouent dans les compétitions, le discours est là, la préparation est là. Et en valeur intrinsèque en tant qu'équipe, il faut aller chercher le résultat. Et il ne faut pas regarder le nom de la Mauritanie, ce n'est pas le nom qui importe ici. L'objectif, c'est la victoire. Si vous vous faites focus sur le nom, on est parti pour être en difficulté. Et l'objectif, on doit jouer contre la Mauritanie par rapport à nos objectifs. Notre objectif, c'est de qualifier. Notre objectif,
en tout cas rêver pour avoir notre première étoile. Et quand vous rêvez du trophée, la Mauritanie ne doit pas être un obstacle. D'accord. Ni l'Algérie d'ailleurs. On nous a promis ce qu'on n'avait jamais vu. Hein. Non, je pense que comme Claude l'a dit, je pense aussi qu'au dernier moment, l'entraîneur aussi a quand même réorganisé sa communication pour être en phase avec l'opinion. Je pense qu'en le disant, je pense que c'est positif. Hein. Si. Moi, j'espère que voilà, ce qu'on n'a pas encore vu, c'est le trophée, et nous sommes en harmonie avec l'entraîneur. En tout cas, sur ce discours, c'est ce que nous souhaitons entendre, ce que nous on veut vivre. Voilà, je pense que nous sommes dans cette dynamique. Il ne faut pas être pessimiste en tout cas. Non, c'est pour aller. On a déjà été deuxième, c'est ça, troisième. On a été quatrième, on a été troisième, on a déjà sorti au premier tour. On a même été dernier, non? Donc ça veut dire que quelque part. Ce qu'on n'a pas encore vu, c'est la coupe. Voilà, c'est ce que je pense. Voilà, je peux être positif. Et je pense qu'il y a des raisons d'y croire, parce que quand vous regardez le Burkina Faso, comme les observateurs le disent, le Burkina n'est pas forcément attendu, mais quand vous levez la tête, vous voyez que le Burkina est déjà dans le dernier carré. Donc quand vous prenez les étalons sur les 10 dernières années, c'est quand même, comme on dit, 3 demi-finales. Personne ne nous affronte à l'aise. 3 demi-finales, donc voilà. Non, mais c'est normal. Aujourd'hui, il n'y a pas de moment pour prendre le trophée. Tout à fait. Voilà. Il faut rêver, pour moi, c'est un état d'esprit. Tout à fait. Voilà, c'est un état d'esprit. Et quand tu prends, même à la CAN passée, tout s'est joué au détail. Voilà, tout est joué au détail, mais ça veut dire qu'en valeur intrinsèque, on a les moyens pour rivaliser les associations. Aujourd'hui, il n'y a pas de posture. Et on a vu le Burkina, lors de la dernière CAN, bousculer sérieusement cette équipe sénégalaise. Sénégal, Cameroun. Donc voilà. Même le match d'ouverture, c'est-à-dire que l'arbitrage, si on revient en arrière, l'arbitrage quand même a été un peu on aurait pu battre le Cameroun. On aurait pu battre le Cameroun, on aurait dû faire un bon résultat face au Sénégal. Alors que le Burkina s'est diminué. C'est pour dire que le Burkina a déjà vécu cette adversité-là. Oui. Voilà, avec le Covid, on avait déjà cru que c'était une chose. Mais on a vu cette équipe du Burkina Faso en réaction par rapport donc à chose. Moi, je dis, la compétition, elle est tout autre. Voilà, c'est vrai que aujourd'hui, avec tout ce qu'on a connu derrière l'équipe, avec, je pense, des prestations en temps de scie et tout ça, mais à partir de la compétition, ça devient un autre état d'esprit. C'est des compétiteurs, ils sont là, ils savent qu'on les attend. Ensuite, il y a quand même, je dirais, ce caractère de révolte déjà qu'on a, parce que c'est en Côte d'Ivoire, et quand on connaît la relation qu'il y a entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, je ne parle pas des relations depuis toujours. Vous avez vu quand même, il y avait c'est des Burkinabés qui veulent affirmer leur fierté. Donc en Côte d'Ivoire, surtout qu'on connaît les Ivoiriens qui aiment beaucoup chahuter et tout. Donc il faut pas prêter le flanc pour évidemment être chahuté par les Ivoiriens. Donc ça déjà naturellement les Burkinabés l'ont. Et quand ils iront là-bas, c'est comme ça. Ça veut dire qu'à partir quand vous allez les voir à Bouaké, moi je suis sûr qu'on ne reconnaîtra pas cette équipe du Burkina. Les gens me disent non, mais quand tu parles, on a l'impression que tu es trop optimiste. Non, c'est pas ça. C'est parce c'est pas parce que on veut faire du chauvinisme. Non, simplement c'est parce que dans la compétition, et les Burkinabés, quand ils sont dos au mur, où on ne les attend pas, c'est généralement là qu'ils essaient de montrer qu'on peut compter sur eux. Par rapport à contre l'Iran, à un moment donné, on se disait que l'Iran allait, mais on les a vus quand même contenir. Donc c'est dire que, et puis la compétition, comme il a dit, si c'est un état d'esprit. Dès lors que ça s'enclenche, c'est fini. Voilà, ça veut dire que si on aborde très bien cela, je ne sais pas dans quel état d'esprit ils vont venir, mais si les gars arrivent qui sont dans un bel état d'esprit, il n'y a pas de raison qu'on ne voit pas les étalons aller très loin. Hein. Je pense que c'est un déclic, il suffit d'un petit déclic et ça devient une référence. Il y a une spirale positive qui se met en place. Et puis bon, vous êtes sur un nuage, vous marchez sur l'eau comme on dit. Voilà. Ça c'est l'actualité CAN. On a une mais il faut le préciser, c'est que la CAN, vous l'avez dit, il faut dire que le Maroc est arrivé aujourd'hui. Le Maroc, la Guinée-Bissau, qui sont arrivés. Demain, d'autres arrivent. Je pense que le Sénégal arrive mardi. Le Sénégal, l'Égypte sont attendus pour mardi. Le Burkina Faso arrive le 11. C'est dire que les choses se mettent en place. Le Maroc est déjà arrivé donc, du côté donc, de San Pedro pour prendre ses quartiers où ils devront jouer un match amical contre la Sierra Leone. C'est dire que les gens sont en train de petit à petit prendre leurs marques et prendre les quartiers. Voilà, donc on est en plein dans la canne, comme on dit. On est en plein dans la canne, c'est cela. Mais j'ai dit, on avait un autre sujet à aborder. Et puis, depuis la aussi que la Mauritanie
Bon, ça, un blessé. C'est le dernier. Voilà, ils ont un forfait. Ah bon. Ils ont le milieu défensif qui s'est blessé samedi contre l'équipe de la Tunisie, un match amical 0-0. Donc il est forfait. Donc c'est dire que c'est pas chez nous seulement qu'il y a des blessés. Même en phase aussi, c'est difficile. Voilà. C'est cela. C'est juste la parenthèse. Voilà. En tout cas, c'est une actualité qu'on observe. Et puis on sera en plein dedans, en tout cas, très bientôt. Sûrement même qu'au prochain JDS, on aura tellement de matière. Voilà. Mais on va revenir à nos affaires domestiques aussi. Tout à fait. Nos affaires domestiques. On va dire la crise. On a le sourire maintenant. Il y a la crise, on l'a retourné ici, on a débattu, redébattu. Bon, voilà, les fraudeurs sont revenus, ils ont dit on va reprendre. Et donc le championnat, lui, va reprendre. Normalement, c'est le 10 janvier. Claude Lomba. Oui, je pense qu'on a été tous très ravis de savoir que le ballon va rouler encore à nouveau dans le face-au-foot. Et bien entendu, la Ligue de football professionnel a pris langue avec tous les acteurs qui sont impliqués dans l'organisation du championnat, et je pense qu'au sortir de leur atelier, une date a été trouvée, une date consensuelle a été trouvée, c'est-à-dire le 10, et on sait que pour cette fois-ci ça sera la bonne, et j'espère que Ouest, on peut dire que tous les plats sont mis dans les grands. Bon, j'ai dit Ouest parce qu'on a l'habitude de l'appeler, sinon c'est Julien Tienerveux. Il est là, c'est le secrétaire exécutif de la Ligue. Pour nous rassurer si c'est pas lui. D'accord, comme Claude le dit, non, Ouest, il n'y a pas de souci. Je pense que ça me colle comme un chewing-gum, donc on fait avec. Donc, effectivement, notre premier mot, c'est le mot de remerciement. Voilà, nous sommes reconnaissants à l'égard de tous les acteurs et les plus hautes autorités de ce pays qui ont accepté et qu'on puisse trouver un consensus pour que le ballon roule, comme la terminologie qui est en voie actuellement. Voilà, donc à notre niveau, comme Claude l'a dit, il y a eu un consensus parce que dans les premiers moments, on avait espéré pouvoir démarrer plus tôt ce week-end. Mais on a tenu un atelier technique qui a regroupé les services techniques de la Fédération burkinabé de football et c'est les représentants des clubs à travers la Ligue de Bobo, la Ligue de Ouaga. Il faut dire que ce sont ces ligues qui organisent la majorité des compétitions. Voilà, donc leur avis, leur contribution est aussi nécessaire. Donc dans un premier temps, on a eu un préalable. Le préalable, c'est le start date. Voilà, quand est-ce qu'on commence de façon optimum, on a tombé sur la date du 10 et les autorités aussi ont été favorables à l'avis des techniciens. Donc on est parti sur ce postulat pour formater le calendrier. Il n'y avait pas de petits réglages à faire parce qu'on s'est dit que bon, on a arrêté quand même pendant un bon bout de temps. Il y en a qui ont arrêté de s'entraîner, il y en a qui ne voyaient pas la chose en tout cas se régler très vite. Bon, il y en a qui ont continué aussi bon an mal an. On a reçu ici les arbitres qui disaient bon, nous-mêmes on ne sait même plus qu'est-ce qu'on fait. Alors, vous avez voulu qu'on reprenne directement le week-end comme si bon. Oui, bon, je pense que ça, on ne va pas revenir sur les détails. Voilà, ça c'est du passé. Le plus important pour nous, c'est que la date du 10 était une date consensuelle. Consensuelle, okay. Moi, je pense, comme on a dit, nous inscrivons dans la dynamique de ce que les autorités ont arrêté. Okay. Et dans la dynamique aussi, nous sommes, enfin, comme on dit, nous sommes entre le marteau et l'enclume. Si. Nous sommes à équidistance entre les clubs et les autorités. Mais Dieu merci, nous sommes arrivés à une date consensuelle. Il faut dire que même dans la stratégie de reprise, on ne va pas très vite. C'est vrai qu'on commence le 10, on tient compte que certains clubs étaient démobilisés, voilà, et que les joueurs, c'est à partir de nos communiqués, vont rallier les clubs. Donc on commence le 10 parce qu'on a une obligation quand même de commencer. Et on va doucement et on joue le 10. On joue encore une semaine plus tard. Donc ça veut dire que le démarrage est en douceur par rapport à l'urgence. Tout à fait. Voilà, puisque normalement ils jouent chaque semaine, mais vu l'urgence, tout le monde s'attendait, c'est que après la date du 10, on joue 3 jours plus tard. Mais la commission a été en tout cas très discernant. Donc on joue le 10, ensuite on joue une semaine plus tard. Voilà, pour permettre aux équipes, en tout cas, de se réorganiser progressivement. Et ensuite, après cela, on va dans la programmation, on a tenu à jouer, même si le règlement permet, Claude sait très bien, qu'on observe 48 heures francs de repos. Nous sommes allés jusqu'à 72 heures.
Voilà, ce sont 12 et certains clubs même auront plus que 4 jours même entre les matchs. Donc à ce niveau, je pense que la commission a été vraiment très regardante et très humaniste pour que ça ne soit pas football au détriment du footballeur. D'accord, mais en même temps, je pense que ce qu'on pèse et on sous-pèse ici, c'est qu'on a pris un temps d'arrêt. Et là, quand on reprend, il y a le temps d'arrêt qu'il faut... Il faut revoir en termes de recomposition. Objectivement, on peut pas rattraper. Mais il n'y a pas de crainte. Objectivement, on ne peut pas rattraper le temps. Mais il y a un travail d'optimisation qui a été fait. Okay. J'explique que si vous faites l'évaluation technique que la commission a faite, nous sommes à un retard de 40% par rapport à l'exécution initiale de la programmation de la LFP. 40%. 40%. Ça, c'est énorme. Hein? C'est énorme. C'est-à-dire qu'à ce stade, on aurait dû exécuter environ 67% de la programmation. C'est-à-dire qu'à l'initial, on devrait jouer jusqu'à la 20e journée de la Ligue 1 et épuiser les deux premiers tours de la Ligue du Faso. Donc on a en gros 27% de taux d'exécution. Voilà, donc ce qui nous reste est assez énorme. Donc ce que nous sommes partis, mais nous ne sommes pas allés dans l'urgence. Nous sommes allés dans une approche optimum. On a divisé le reste du temps en deux parties. La première partie, les clubs de Ligue 1 vont jouer 10 journées. Les clubs de Ligue 2 vont jouer 7 journées, plus 2 tours de Coupe du Faso, les 64e et les 32e. Et ensuite, on va observer une pause. Elle n'est pas conséquente, on le reconnaît, mais c'est une pause tout de même. Voilà, qui va permettre le mercato non, le mercato est déjà lancé. D'accord. Voilà, le mercato court du 31 au 28 janvier. Le mercato est déjà lancé. Donc les équipes peuvent déjà faire le mouvement. Oui, les équipes peuvent déjà faire le mouvement pour pouvoir aborder les phases de retour. Bon, nous sommes dans un esprit de fin de saison qui n'est pas une fin de saison en réalité. Voilà, donc les clubs vont. Le mercato est ouvert. Voilà. Le mercato est ouvert. Les clubs peuvent en tout cas apporter du sang neuf dans leurs effectifs et en tout cas aborder. Donc dans le premier temps, on fait 10 journées, on observe 11 jours de repos, on reprend pour terminer les 10 dernières journées en Ligue 1 et consommer les 5 tours de Ligue de Coupe du Faso. Alors, ça va nous amener jusqu'au 25 mai, 26 mai. 25-26, le week-end du 25-26 mai. Et c'est que la commission a été encore plus regardant, c'est les derniers matchs. Vous savez, les 3 dernières journées, Claude en sait ce que ça vaut, c'est très décisif. Le match se joue. Voilà, c'est-à-dire que les 3 dernières journées, c'est là où le destin des clubs se joue. C'est-à-dire où on est champion, où on est relégué, où bien on améliore son classement. C'est à ce niveau que ça se joue. Voilà, donc la commission a tenu à ce qu'on fasse en sorte que les clubs jouent chaque week-end. Okay. Voilà, mais avant même d'aborder le week-end, on observe un bon moment de repos avant d'aborder les 3 dernières journées qui sont assez décisives. Et aussi, la commission est allée, Claude le sait, c'est dire que l'agenda, on doit finir en fin mai. Mais on a mordu sur l'agenda. Donc on projette l'organisation de la finale de la Coupe du Faso autour du 8 mai. Mais il faut rappeler que c'est une programmation technique. 8 juin. Voilà, c'est une programmation technique. Après, ce sont les autorités qui confirment tout ça. Voilà, mais nous sommes allés sur une postulation de 3 schémas, 3 hypothèses. Voilà, et donc la première hypothèse nous a mené autour de 6 mois. Alors qu'il y a un aléa, l'aléa climatique. Nous n'avons pas d'infrastructure sportive. Certains matchs même se trouvent toujours sur serre battue. Et quand il pleut, c'est encore difficile. Et que il y a le fait que même les terrains qui ont des tapis et souvent n'ont pas la disposition d'évacuation des eaux, le drainage. Donc rallonger jusqu'à fin juin ou en juillet, ça serait un calvaire encore pour les joueurs. Donc l'esprit, c'est de contenir la saison avec ses effets. Voilà, de sorte que les effets de la crise de cette saison n'impactent pas les autres saisons. Si on n'arrive pas à le contenir, ça serait difficile de le continuer. On peut même le traîner pendant très longtemps. Donc l'idéal, c'est pour cela, ça va nécessiter beaucoup de sacrifices.
Beaucoup de déjà, on voit que les programmations sont faites aussi en pleine canne. C'est-à-dire que pendant la canne, ça va jouer. Ah, il faut que le ballon joue pendant la canne. Voilà, mais au niveau de la commission, on a pour les 3 premières journées de la canne, des étalons, des matchs des étalons, il n'y aura pas de programmation le jour des matchs des étalons. D'accord. Voilà, on espère aussi que le public sportif va trouver les ressources. Voilà, le jour que les étalons ne viennent pas, de venir nous accompagner. Justement, ça sera ça l'enjeu. Hein? Ça sera ça l'enjeu. Rester en compétition avec la CAN, c'est pas facile. C'est très difficile. On avait déjà expérimenté l'année passée avec la coupe du Monde. Mais bon, c'est difficile. On est obligé de faire un peu, pour parler en français facile, en attendant que les gens finissent la CAN et qu'on termine notre championnat en beauté. Tranquillement. Mais sinon, on va faire comment? Alors qu'il y a, comme je l'ai dit en conférence de presse, c'est une mission de sauvetage. Okay. Voilà, c'est une mission de sauvetage. Il faut sauver cette saison. Voilà, donc ça va nécessiter beaucoup de sacrifices. Déjà, on le fera pendant la CAN. Voilà, donc je sais que beaucoup des acteurs, à l'initial, c'est que nous on avait prévu de faire au moins pratiquement 70% de la programmation. Les gens vont en CAN et puis reviennent en beauté pour terminer la saison. Et beaucoup de gens vont se priver de CAN. Malgré que la carrière les joueurs, oui. Les joueurs, oui, mais certains les encadrements techniques, les arbitres. Ça sera ça. Aussi. Et donc, la CAN aussi, c'est une pédagogie. C'est une école. C'est une école. Parce que ça permet quand même, quand vous suivez les matchs de la CAN, ça permet également aussi de voir des styles, de voir les façons de faire, de pouvoir aussi donc prendre, comme on dit, copier les bonnes pratiques. Mais ça va se faire parce que les championnats ne vont pas jouer tous les jours. Voilà, même pour les phases à éliminatoires directes. Voilà, on a tenu compte aussi de ça. De la programmation. Voilà, tant qu'on peut, s'il y a programmation, c'est que c'était dans l'absolu, on ne peut pas. Mais s'il y a une possibilité de ne pas faire jouer, donc on a regardé tous ces formats et donc je pense que nous sommes arrivés à quelque chose d'assez propre. Voilà, bon, pas propre, mais c'est ce qui pouvait être fait. Non, moi j'ai vu le calendrier, j'ai parcouru, je trouve que c'est assez intéressant. C'est vrai que on ne joue pas. C'est vrai qu'il y a des moments où ils vont jouer 4 jours après ou 5 jours après. Mais bon, comme il a dit, si la situation le commande, bon, parce qu'effectivement aussi, il faut tenir compte de la saison pluvieuse. Si on s'amuse à rallonger trop, ça va être difficile. Si la pluie revient et qu'il y a des matchs qui ne sont pas joués, ça va encore poser des problèmes parce que vous êtes obligé, à partir des 3 dernières journées, il faut que tout le monde puisse être au même niveau pour pouvoir jouer. Donc, s'il pleut qu'on doit reporter des matchs, ça va devenir encore plus compliqué. Et donc, ça va se générer beaucoup de ressources. Donc, je pense que, bon, l'un mis dans l'autre, je pense que c'est le moindre mal et que ce calendrier-là, on espère que les uns et les autres vont donc... Les journalistes m'ont demandé s'il y a un plan B. Il dit le plan B, c'est les prières. Parce qu'aujourd'hui... Non, mais parce que ce qu'on regarde là, on regarde, on est déjà dans le limite. Nous, à la LFE, on se promène avec nos chapelets parce qu'il y a un problème de disponibilité du stade. Par exemple, je prends par exemple le stade municipal. À Ouaga, on n'a que ce stade qui peut jouer les matchs. Okay. Ouaga reçoit environ entre 3 à 5 matchs de championnat, ça varie entre 3 à 5 matchs. Aujourd'hui, on a des clubs objectivement. Si vous avez EFO, Asfa qui joue, et puis aujourd'hui la S-Douane, et puis peut-être Salitas, si le stade municipal de Ouaga n'est pas disponible, on le programme où? C'est difficile. C'est difficile, alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas reprogrammer. On ne peut pas reprogrammer. Donc aujourd'hui, notre cri de cœur, notre plaidoyer, c'est que les autorités qui ont aidé à dénouer cette crise-là travaillent aussi à nous disponibiliser les infrastructures sportives. Voilà, c'est-à-dire que... Non, oui, mais ça puisque nous, on n'a pas les moyens. Tu le sais bien, on n'a pas les moyens. Souvent, c'est ça le mieux. Mais là aussi, on vous répondra. Par exemple, vous prenez la commune de Ouagadougou qui gère le stade, qui est son stade aussi, a une obligation de rentabilité. Ah oui. Et donc, s'il veut aussi le rentabiliser, or le championnat n'est pas aussi rentable que ça. Ah oui. Même pas du tout. Souvent même, on n'arrive même pas à louer la part qui revient donc au stade est tellement infime. Donc, ça devient difficile. Maintenant, comme il a dit, on a vu que pendant que ça ne jouait pas, les artistes se sont donnés à cœur joie. Parce que le stade municipal était chaque jour, chaque week-end utilisé pour des concerts. Donc, comme on le dit, le malheur des uns. Ce que tu dis est juste. Mais aujourd'hui, le championnat national est un patrimoine. Tout à fait. C'est un patrimoine. Et aujourd'hui, quand le ballon ne roule pas, ça veut dire que c'est en ce moment que tout le monde s'est rappelé. C'est en ce moment que tout le monde s'est rappelé de ce que les championnats nationaux sont pour ce pays.
C'est ça. Voilà, donc c'est peut-être le petit côté politique. Ton cri de cœur, c'est ça on n'est pas la crise, mais la crise aussi aurait peut-être dévoilé un petit côté positif. Qu'on rappelle que c'est un patrimoine. Comme on dit, c'est une occupation saine. Si, on comprend. La question des infrastructures, elle se pose avec acuité, mais en même temps, comme aime à le rappeler mon cher ami Bernard Bougma, il dit on ne comprend pas cette affaire de football. On vous dit le politique là ne doit pas rentrer dedans. Maintenant, on demande à ce qu'il mette souvent son argent. Quand il vient voir, on dit non, tu n'as pas le droit de venir, c'est une association libre. Bon, ça devient compliqué votre affaire. Non, je pense que pour moi, c'est un faux débat. Je pense que nulle part ailleurs, on va dire aux gens de ne pas regarder. Non, quand tu mets de l'argent, tu regardes. Je pense que la FIFA est claire là-dessus. Ça veut dire que toutes les subventions au niveau de l'État doit obéir donc à l'orthodoxie financière de la comptabilité publique. Donc, si l'État donne une subvention au niveau donc, de la Fédération burkinabé de football, l'État a le droit de regarder. Non, vous parlez des questions de gestion. Maintenant, le sport lui-même aussi, il est dirigé. Quand on a vu la crise, par exemple, au sein de la Fédération, tout ce qu'il pouvait faire, c'est faciliter. Sinon, il ne peut pas mettre grand chose. Non, mais je pense qu'il faut mais pour revenir sur la question des infrastructures, par exemple, ailleurs, le modèle, il est fait de sorte à ce que les clubs, ils ont des SAD. C'est eux qui font fonctionner la chose. Oui, on n'a pas atteint ce niveau-là. Ah oui, mais on peut pas. Oui, il faut de plus en plus que les clubs. Mais on ne peut pas se retourner tout le temps vers l'État pour dire non, c'est lui qui doit nous aider à faire ceci. Vous savez que nous n'a pas l'argent. Vous savez que nous n'a pas l'argent. Voilà, on n'a pas encore atteint l'industrie du sport. Si c'était lui, je pense qu'il a même fait une thèse là-dessus. Donc, mais est-ce qu'on va continuer? Monsieur Baya, c'est pas le sujet, mais je me dois d'intervenir. Je vois que, pendant la crise, je vois que les gens ont apporté des sujets. Vous savez, à ce stade où nous sommes là, quelle est la mission des clubs? Les clubs mènent une mission d'intérêt général. Aujourd'hui, c'est comme par exemple la lutte contre le VIH-Sida. L'État intervient à travers des associations. Aujourd'hui, quand tu prends les associations, ils ont quel statut? Quand les gens pensent qu'on ne crée pas une association, aujourd'hui, l'État a l'obligation d'investir de l'argent dans les clubs. C'est des associations sportives qui aident l'État à animer, qui aident l'État à mettre en œuvre un plan de sa politique de développement. Aujourd'hui, ce sont les associations sportives. Les associations sportives, aujourd'hui, quand vous les regardez dans le format, vous demandez aux clubs d'avoir des infrastructures sportives pendant que l'État même n'en a pas. C'est une dynamique de développement. C'est comme par exemple, on dit aujourd'hui, c'est normal, le privé est le moteur de développement. Aujourd'hui, les gens parlent de ce qu'ils souvent, je ne vais pas dire qu'ils ne savent pas, mais aujourd'hui, quand vous prenez le format des associations aujourd'hui, ce sont des organisations. Les clubs sont des organisations qui aident l'État à animer, qui fait à l'animation sportive. Aujourd'hui. Mais qui sont tout de même aussi un business quand ils vendent leurs joueurs et autres. J'arrive. Aujourd'hui, ils sont régis par quel statut? Ce sont les statuts portant liberté d'association. Les libertés d'association. Mais quand vous parlez de vendre les joueurs, dans notre championnat, combien de clubs vendent des joueurs? Il ne faut pas rester dans l'absolu, il faut rentrer dans la réalité pour voir combien de clubs vendent des joueurs pour pouvoir assurer le financement de leurs activités. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on a une loi qui légifère sur la professionnalisation du sport en général? Cette loi n'existe pas. Mais le secteur du sport, c'est un secteur économique. On doit avoir quelque chose de spécifique. Des sociétés sportives, là, le fait qu'ils ont un objet sportif devrait être régi par une loi particulière, une fiscalité particulière. Quand vous regardez par exemple en Europe là, quand les clubs ont basculé d'association en société sportive là, c'était un mécanisme d'ajustement, un mécanisme de régularisation. Parce qu'à un moment, ils brassaient beaucoup d'argent. C'est parce qu'ils brassaient beaucoup d'argent et l'autorité a regardé que non, une association à but non lucratif ne peut pas brasser autant d'argent et on a refait une fiscalité particulière pour les permettre de construire. Mais vous pensez que par exemple les clubs même qui sont industriels là, l'État n'investit pas l'argent, les États continuent d'investir dans ces clubs pour
promouvoir la relève sportive. Donc, il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, même si on évolue vers les sociétés sportives, là, vous pensez que l'État ne va pas intervenir. L'État va toujours intervenir à travers la fiscalité. Ça peut être un financement indirect. C'est-à-dire que faire les facilités fiscales pour pouvoir permettre aux clubs de... On dit la même chose. Il ne s'agit pas de ne pas intervenir de façon totale, mais seulement c'est que quand on est dans un système où on attend pratiquement tout de cet état-là, ça devient un peu compliqué. Ou par exemple, un apport qui devait être subsidiaire devient le motif du blocage par exemple d'une saison. Ça devient un peu compliqué. Moi, je parle pas de la crise. Ça devient compliqué. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Les éléments que moi je réagis pas sur la crise de ma position. Moi je parle de façon générale pour qu'on puisse avancer. Aujourd'hui les gens, moi j'ai fait l'étude sur l'industrie sportive. J'ai fait des recommandations sur le basculement. Les gens pensent qu'aujourd'hui, vous pensez objectivement aujourd'hui, même si l'environnement juridique permet aux clubs de passer d'associations sportives aux sociétés sportives, ça peut se faire d'un claquement de main. Il faut un accompagnement. C'est comme je vous dis, au Burkina, il faut qu'on accepte les processus. On veut le développement, on ne veut pas les processus. On veut les résultats, on ne veut pas les processus. Aujourd'hui, si on décide le basculement là, ça peut nous prendre 10 ans. Même la France, vous pensez que la France a atteint l'achèvement de sa professionnalisation. C'est très récent. C'est 1997. Donc ça veut dire que la France même fait partie des pays qui sont arrivés au point d'achèvement de la professionnalisation. C'est pas un claquement de doigts. Aujourd'hui, si on commence le processus comment on appelle ça, de reversement des associations sportives vers la société sportive là, c'est un processus qui peut nous prendre 20 ans. On comprend, mais là, ça c'était pas le sujet. Le sujet c'est de nous rassurer que le 10 on reprend, et je pense que M. Tiendrebogo, le 10 c'est tranquille. Non, le 10 on reprend et on a des matchs. Bon, j'ai pas les matchs. J'ai pas tous les matchs. Je sais que. Mais maintenant, Claude Roma, vous aviez peut-être des petits éléments pour qu'on termine, parce que là on est carrément à la fin. Non, c'est pour dire déjà que le 10 il y a ballon, et ça c'est intéressant. Le 10 déjà rendez-vous sur les différents stades, que ce soit à Bobo ou à Boaké, que ce soit à Bobo ou à Ouagadougou. Je suis déjà à Boaké. D'accord. Que ce soit à Bobo ou à Ouagadougou, le ballon va rouler, et je pense que on nous a reçu. C'est la bonne nouvelle. Déjà. C'est la bonne nouvelle. En tout cas, merci d'être passé, Julien Tiendrebogo. On va attraper nos chapelots aussi pendant que ça roule. Parce que si ça bloque encore, c'est foutu. En tout cas, merci d'être passé. Donc, je profite de lancer un appel. Allons-y rapidement. C'est possible. L'appel, c'est un appel à l'apaisement du climat autour des championnats. D'accord. Voilà, c'est important. Nous souhaitons que tous les acteurs, en tant que frères et sœurs, en toute fraternité, accompagnent ce calendrier. Et nous, au niveau de la Ligue de football professionnel, nous restons disponibles. Notre mission, c'est d'accompagner les clubs. Nous sommes à leur disposition. Merci. On recevait donc Julien Tiendrebogo, qui était exécutif de la Ligue de football professionnel. Et j'étais accompagné de Claude Romba, qui est donc avec moi tout le temps pour cette partie sport. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres. C'est aussi la fin de ce JDS, journal dimanche au soir, que j'ai pris plaisir à partager avec vous. Donc 2 heures qui s'achèvent maintenant. On espère se retrouver encore dimanche prochain. Et d'ici là, le souhait, portons-nous bien.